Un vaste feu de forêt est idéal pour une embuscade. Aux aguets, un épéiste blond-borgne et son partenaire chauve doutent que quelqu'un ait survécu. Leur chef arrogant les rabroue, pensant que le mage responsable a épuisé sa mana et sera une proie facile. Son air suffisant disparaît lorsqu'une silhouette sort tranquillement de l'enfer, se plaignant du poids de la tête de kobold bleu tranché qu'il porte. Se remettant du choc, le chef ordonne au nouvel arrivant de lâcher son trophée et de livrer sa vie. Le survivant les glace d'un sourire et obéit. Alors que la tête touche le sol, de la mana bleue se rassemble discrètement au bout de ses doigts. Sentant la montée de puissance, le chef ordonne désespérément l'attaque. Un carreau d'arbalète fuse, mais le survivant laisse derrière lui une traînée de lumière bleue, esquivant une vitesse surhumaine avant de plaquer violemment le mercenaire chauve. Stupéfait, l'épéiste blanc hésite jusqu'à ce que son chef lui hurle dessus. Il brandit sa lame, mais le survivant la bloque sans effort, libérant une décharge de magie de glace qui brise sa défense et le projette en arrière. Horrifié, le chef réalise que ses informations étaient bidons. Il pensait que la cible était un mage de feu, rationalisant frénétiquement la forêt en flammes comme étendue à des explosifs. Le survivant se moque de sa confiance passée et lui demandant s'il y en a d'autres qui se cachent. Abandonnant son aura de glace, le survivant invoque un torrent de feu déchaîné, projetant sur le chef une vague massive de flammes. Le mercenaire enflammé est éjecté, suppliant avant de s'écraser au sol. Mourant en se demandant comment manier feu et glace, le chef voit le survivant se traiter de personnage pourri avant de l'achever. Plus tard, la taverne locale se tait quand le survivant jette la tête du kobold sur le comptoir. Le vieux maître de guilde, sidéré qu'il ait rasé le camp, tente de le remercier. À la place, le guerrier plante son épée ensanglantée dans le bois, dégageant une intention meurtrière intense. L'aubergiste reconnaît la lame, comprenant que le guerrier vient tout juste de massacrer les justiciers locaux. Le bretteur avoue les avoir enterrés pour lui avoir fait perdre son temps, les yeux rouges, il demande si quelqu'un d'autre veut les rejoindre. Les clients restent figés. En sueur, l'aubergiste tente de calmer le jeu, dénigrant les morts et affirmant qu'il allait gérer seul les kobolds. Ignorant la fanfaronnade, le guerrier se concentre sur un écran de système bleu translucide, confirmant qu'il a nettoyé le camp et vaincu le chef. Ignorant la notification, il se plaint de la récompense minable et exige l'hébergement gratuit à vie qui lui a été promis, ainsi qu'un bain chaud immédiat. L'aubergiste accepte avec empressement, apprenant que son effrayant client s'appelle Ian Hoff. Ce nom vient d'Aquilonia, un jeu de Dark Fantasy téléchargé illégalement par Ian. Dans le monde réel, il avait ruiné son personnage, mélangeant mal les stats de guerrier avec une classe de mage à distance. Voyant que son build hybride était nul, il a tenté de supprimer le fichier. Mais son écran a bugué avec des alertes apocalyptiques, puis s'est évanoui. Réveillé dans le didacticiel marécageux du jeu en tant qu'avatar raté, il a passé 6 mois à survivre aux monstres. Se prélassant dans le bain chaud de la taverne, Ian baisse enfin sa garde. Soudain, la porte mince. Son instinct de survie prend le dessus. Ian saisit son épée et ses yeux brillants d'une lueur bleue de mana alors qu'il se retourne pour décapiter l'intrus. Un cri retentit. La serveuse se fige au seuil, serrant son seau. Voyant qu'elle remplit juste le bain, Ian se calme et s'excuse. La servante, gênée, rougit face au guerrier nu et balafré, puis verse l'eau en hâte. Quand elle lui demande nerveusement si la température lui convient, Ian lui dit d'arrêter d'être bizarre, ce qui la fait fuir. En se lavant, Ian réalise l'ironie. Ses stats hybrides ruinés sont ce qui l'a sauvé de l'enfer du didacticiel. Pourtant, le jeu s'étend et les ennemis se renforcent. S'il ne progresse pas, son personnage périra à coup sûr dans l'intrigue principale. Plus tard, Ian se souvient avoir pillé le camp kobold. Alors que les villageois sauvés se battaient pour les restes, Ian alla vers le cadavre du chef. Ignorant un homme qui montrait l'armure, il tira une gemme rouge pulsante de la poitrine du monstre. L'aubergiste avait suivi et lui avait demandé nerveusement ce qu'il en était de l'objet maudit. Ian a confirmé qu'il était rempli de mana contaminée. L'aîné supposa que son créateur avait utilisé la magie noire pour la maîtriser. Par curiosité, Ian a demandé ce qui arrivait à quelqu'un ensorcelé par l'artefact. La réponse sinistre a lieu ailleurs, dans un village saccagé. Le soldat Johnson trouve une perle rouge identique et lumineuse. Quand son ami l'interroge, Johnson s'obsède. Serrant la gemme, son visage se crispe tandis qu'il délire de l'offrir à sa mère. Ses veines gonflent, ses pupilles se rétractent et une énergie violette l'enveloppe. En forêt, l'aubergiste révèle la vérité. Quiconque est influencé par la gemme devient la marionnette du mage noir l'ayant créé. Face à cette révélation, Ian comprend que la perle rouge est un piège mortel plutôt qu'un butin rare. Au cœur de la forêt sombre, Ian admire son butin durement gagné. L'écran affiche ses gains, pierres de mana, argent et un collier œil cramoisi boostant force, santé et mental. Le vrai trésor, une essence de mana corrompue, perle rouge tourbillonnante. Connaissant sa valeur immense une fois purifiée, il ouvre un vortex bleu lumineux et laisse tomber l'artefact dans sa poche dimensionnelle. Il râle à propos de l'espace de stockage limité, mais admet que la praticité est tout simplement imbattable. Trier son inventaire le rend nostalgique de sa transmigration. À son arrivée ici, il a gardé ses stats et compétences de fin de jeu, mais le monde était revenu au niveau débutant. Il revoit la déesse de sa transition, se demandant si son statut surpuissant était une faveur ou un pur hasard. Cynique, il aurait préféré recevoir des stats brutes pour corriger son build bancal. Un garde du village l'interrompt alors en lui réclamant le butin restant.
Ian accepte de lui remettre, mais précise que rien n'est gratuit, écartant la confusion du garde avant d'aller inspecter l'équipe de récupérateurs qui attend au bord de la clairière. 3 villageois attendent, les poches pleines à craquer. Ne voulant prendre aucun risque, Ian active sa compétence de détection de mana, ses yeux brillant d'un vert émeraude. 2 des types sont totalement nets, mais le troisième, un villageois blond nommé Johnson, dégage une énorme aura verte nauséabonde. Ian réduit instantanément la distance, appuyant sa lame contre la gorge du blond et lui ordonnant de vider ses poches. Le gars sue à grosses gouttes et essaye de faire l'idiot, mais sa façade s'effondre en quelques secondes. Ses pupilles se dilatent en un rose chaotique et la température ambiante chute brutalement. Soudain, le sol explose. Une énergie violette sombre jaillit dans Villageois, tordant horriblement son corps alors qu'une malédiction féroce prend le contrôle de son système nerveux. Comprenant que le type est complètement possédé, Ian part tranquillement un coup d'épée surpuissant du mut. L'entité qui pilote le corps affiche un sourire mauvais, se plaignant qu'Ian a ruiné sa ferme en s'en prenant aux graines plantées. Ian comprend rapidement que ces graines sont les perles rouges corrompues. L'entité est déconcertée car la connexion magique s'est rompue exactement au moment où Ian a rangé la perle du chef dans sa poche. Il devient évident que ce marionnettiste invisible avait prévu d'utiliser le camp Kobold pour attaquer le village et qu'Ian a accidentellement fait capoter toute l'opération. Identifiant l'ennemi comme un mage noir, Ian se prépare. Le villageois possédé se jette sur lui à une vitesse folle, le griffant avec des griffes violettes lumineuses. Ian esquive tranquillement les attaques frénétiques, principalement agacé à l'idée de salir son épée toute neuve. Prenant ses esquives pour de la faiblesse, le mage noir prépare un coup final dévastateur. Ian attrape nonchalamment le poignet du mutant, stoppant net l'attaque. Enflammant sa main libre d'un feu orange brûlant, il projette une décharge à bout portant sur le villageois possédé, en voyant la marionnette carbonisée glisser en arrière sous les yeux des autres villageois, complètement sidérés. Ayant miraculeusement survécu à l'explosion de flammes, l'entité n'est plus qu'un amas de veines incandescentes et de muscles à vif. Elle reconnaît le style de combat d'Ian, notant avec joie qu'il appartient au pourpre. Le mage noir promet de traquer Ian et de torturer son âme, tentant dramatiquement de révéler qu'il est un nécromancien. Ian met immédiatement fin à la scène, tranchant la tête de la marionnette en pleine phrase, notant en silence que les méchants parlent toujours beaucoup trop. Écrasant la magie noire restante sous sa botte, Ian fouille dans les cendres et trouve une version plus petite de l'herbe roche corrompue. Constatant que l'infestation se propage, il pointe son épée ensanglantée vers les villageois restants, terrifié, exigeant de savoir si quelqu'un d'autre possède un objet maudit. Plus tard, de retour à la taverne, Ian jette une bourse de pièces sur une table. En face, le réceptionniste est stupéfait par sa rapidité. Pourtant, l'homme n'arrive pas à croire qu'Ian soit un mage, car il n'a pas l'allure sinistre habituelle des mages. Agacé, Ian crée une boule de feu dans sa paume, menaçant de lui brûler la bouche pour le faire taire. Pris de panique, l'homme plus âgé abandonne aussitôt le sujet. Redevenant sérieux, le réceptionniste prévient que le mage noir va forcément riposter. Ian boit une longue gorgée dans sa chope en bois, ignorant complètement l'avertissement et prédisant que l'utilisateur de magie noire finira simplement comme un autre cadavre à ses pieds. En faisant mentalement le point sur ses progrès, Ian se rend compte qu'il a éliminé toutes les missions et quêtes secondaires de la région. Entre le massacre des loups et des bandits, les points d'expérience ne valent plus grand-chose désormais. Il décide qu'il est officiellement temps de faire ses bagages et de quitter le village des débutants. Pendant ce temps, en haut d'une falaise rocheuse surplombant le village, 2 chevaliers lourdement armurés sont assis sur leurs chevaux de guerre. Le chef observe le village et confirme le rapport de son éclaireur. Ils ont retrouvé la trace du guerrier qui a anéanti le camp Kobold. Ignorant qu'un escadron de la mort l'encercle, Ian est simplement assis à la taverne, savourant sa bière. Ian a soudain une vision brutale de l'avenir. Il voit un champ de bataille pluvieux où un chevalier solitaire, couvert de sang, se tient parmi le carnage. C'est Maeve Laurel, célèbre dans le folklore du jeu sous le nom de Vengeresse Sanglante. À l'origine une noble guerrière d'Aguelan, elle est destinée à devenir une sous-boss vengeresse et inarrêtable qui massacre tout sur son passage jusqu'au palais impérial, combattant avec une précision mortelle même au seuil de la mort. Sortant brusquement de cette sombre hallucination et revenant à la taverne poussiéreuse, Ian est ramené à la réalité par une voix enjouée. Un jeune écuyer enthousiaste et un chevalier imposant vêtu d'une armure d'argent immaculée s'approchent de sa table. L'écuyer demande avec excitation si Ian est le guerrier légendaire qui a anéanti à lui seul le camp des kobolds. En nage, Ian panique intérieurement, réalisant que cette rencontre majeure du scénario arrive bien plus tôt que prévu. Essayant de dissimuler sa surprise, il écoute tandis que le jeune homme se présente sous le nom de Philippe. Au service de la figure imposante à ses côtés, il présente officiellement le chevalier comme étant Maeve Laurel, la garante de la frontière sud et précieuse épée d'Agelan. En l'observant, Ian voit avec soulagement qu'elle reste une chevalière sacrée digne, loin de la soif de vengeance qui détruira sa chronologie. En mercenaire, Ian se présente et demande leurs intentions. Philippe va droit au but et demande à Ian s'il a remarqué des traces de magie noire ou d'activité impie dans le camp de monstres. Comprenant que ce duo sacré traque lui aussi le mage noir, Ian y voit une occasion en or. Jouant les difficiles, il esquisse un sourire en coin et refuse de livrer ses précieuses informations gratuitement, exigeant de négocier directement avec le chef responsable. Philippe s'indigne de ce manque de respect, mais la chevalière lève une main gantelée pour le faire taire, admettant que le mercenaire a raison. Retirant son casque, elle révèle de longs cheveux cramoisis et des yeux verts perçants. Ian est stupéfait de voir que le terrifiant boss de fin est une femme saisissante, réalisant qu'il n'avait jusque-là entendu que sa respiration et ses murmures d'agonie dans ses parties.
Maeve explique qu'elle se taisait pour jauger son caractère, puis ordonne à Philippe de payer. L'écuyer fait glisser une pièce d'or impériale ultra rare sur la table. Satisfait par le paiement conséquent, Yann laisse tomber son numéro de mercenaire et raconte tout. Il explique comment le mage noir local a nourri le chef monstre avec du mana corrompu pour accumuler du pouvoir, jetant la perle cramoisie maudite sur la table comme preuve irréfutable. Il ajoute que le mage furieux est désormais à ses trousses pour avoir fait échouer l'opération secrète. En voyant l'artefact maudit, Maeve devient profondément inquiète, se rappelant un avertissement précédent d'un certain Vernon à propos d'une graine des ténèbres prenant racine dans le royaume. Déterminée à retrouver le coupable, elle se prépare à partir. Sans perdre une seconde, Yann rafle le reste de l'or sur la table et propose de les accompagner au palais en tant que témoin clé. Comme par magie, une fenêtre de système translucide apparaît, lui proposant une sous-quête secrète, assassiner le mage noir aux côtés de Maeve en échange d'un point de compétence très convoité. Ravi par la récompense énorme, Ian profite avec assurance de sa position. Il bluffe en affirmant qu'il peut localiser la planque de l'ennemi et exige une prime de risque supplémentaire puisqu'il est la cible principale. Consciente de sa grande valeur, Maeve l'engage officiellement sur le champ. Plus tard dans la nuit, le trio s'enfonce à cheval dans la forêt. Philippe demande nerveusement s'ils se dirigent bien vers le bon endroit. Yann confirme avec assurance que leur destination est bien la forêt des tombes, après avoir interrogé un informateur local barbe. Un habitant terrifié raconta l'histoire sombre de la région. Un cimetière de soldats submergés par des roturiers, créant un brouillard maudit qui engloutit les voyageurs. Yann sait, via ses connaissances du jeu, que cela correspond aux méchants. Quand Philippe doute qu'un fugitif se cache ici, Ian explique que rester en vue pour corrompre le royaume est stratégique. À la nuit tombée, Maeve propose de camper. Philippe accepte, suggérant de rejoindre un ruisseau voisin. Ian le prévient aussitôt de baisser d'un ton, car les bois profonds grouillent de loups. Totalement étranger au concept de discrétion, l'écuyer à moitié idiot hurle des excuses et part au galop de façon agressive pour ramasser du bois, faisant violemment traverser les broussailles à son cheval. En voyant l'imbécile s'éloigner, Yann est profondément agacé que Philippe ait ainsi révélé leur position exacte à tous les prédateurs du coin. Les conséquences de ce vacarme ne se font pas attendre et sont terrifiantes. Dans l'ombre, des mâchoires claquent et des poils se hérissent. Une meute de loups aux yeux brillants leur barre la route, menée par un loup-garou géant et musclé qui les fixe d'une haine brûlante. Profitant d'une pause près du feu, le héros observe discrètement le chevalier en armure en face. Il a du mal à comprendre comment ce guerrier épuisé deviendra le tristement célèbre vengeur sanglant, un boss final tragique destiné à inonder le palais royal de sang et à assassiner le roi. Il se dit que tout grand méchant finit par avoir une sombre histoire d'origine, mais pour l'instant, elle a juste l'air fatiguée. Cherchant à briser le lourd silence, il brandit un sac de déjeuner bien garni. Le jeune écuyer, Philippe, pousse un cri de joie pure, repensant aussitôt à la mignonne serveuse de la taverne qui lui avait timidement tendu le jambon fromage. Philippe serre sa cuillère, complètement perdu dans un fantasme amoureux. Le protagoniste brise la bulle du gamin d'un regard impassible, le menaçant de rinature. Philippe supplie d'en avoir, mais un vent violent balaie la clairière, tuant l'ambiance. La chevalière se lève et abaisse sa visière, annonçant de la compagnie. Un hurlement guttural résonne tout près. Philippe perd son sang-froid, hurlant de terreur alors qu'innombrables paires d'yeux rouges et luisants s'allument dans les forêts. Ils sont complètement encerclés par une immense meute de loups. Le dîner annulé, le protagoniste dégaine son épée. Les bêtes s'avancent dans la lumière du feu. La chevalière remarque qu'ils ressemblent à de simples loups, mais notre héros soupçonne que le mage noir est impliqué. Décidant qu'ils élucideront l'affaire après le carnage, la chevalière ordonne à Philippe de protéger leurs chevaux. Elle tente de mettre le protagoniste sur la touche, arguant que ses vêtements civils font dû à un handicap. Il refuse net, lui dit de se protéger seul. Alors que les loups les encerclent, elle abandonne, sort sa grande épée et le prévient de ne pas mourir. Il marmonne qu'elle ferait mieux de s'inquiéter pour sa propre peau. La meute charge, traînant derrière elle une sombre énergie magique. Un énorme loup blanc bondit vers sa gorge, mais il l'esquive facilement. Face au nombre écrasant d'ennemis, il envisage de raser toute la zone avec sa magie de feu surpuissante. Mais il abandonne vite l'idée pour garder sa carte maîtresse secrète face à sa nouvelle alliée potentiellement dangereuse. À la place, il opte pour une approche plus discrète, canalisant du mana dans un sort de vent de bas niveau. Des vents violents se compressent en une aura bleue lumineuse autour de sa lame, augmentant massivement sa vitesse et transformant son arme en une tronçonneuse magique. Bondissant en avant, il tranche un loup qui saute en blanc vol, le vent déchiquetant sans effort la fourrure et les os. La bête blessée referme obstinément ses mâchoires, mais il invoque instantanément une barrière de vent. Le loup mord violemment dans un mur invisible d'air comprimé. Souriant devant la confusion du monstre, le protagoniste tranche impitoyablement la bête en deux d'un contre-coup dévastateur. Au milieu du chaos, Philippe hurle que d'autres ennemis arrivent en masse. Jetant un coup d'œil, le protagoniste voit le chevalier se frayer brutalement un chemin à travers la meute, tandis que même l'écuyer tient la ligne. Cependant, le combat s'éternise. Comprenant qu'il s'agit d'une chasse hautement coordonnée, il sait qu'il doit éliminer l'alpha. En activant son sort de vision, ses yeux s'illuminent d'un vert émeraude alors qu'il scrute la forêt sombre. La détection de mana révèle les empreintes violettes du prédateur. Des loups spectraux apparaissent et ses yeux virent au cyan, fixant le boss caché dans les bois.
Tournant le dos à la lisière de la forêt, il crie au chevalier de protéger les chevaux pendant qu'il va récupérer la tête du chef. Elle panique complètement, hurlant pour qu'il revienne de sa charge suicidaire et irréfléchie, mais il l'ignore totalement. Prenant appui sur le sol, il disparaît dans un éclair. S'élançant à travers les bois, plongé dans l'obscurité totale, avec des loups qui claquent des mâchoires à ses talons, il concentre une force colossale dans ses jambes et se propulse dans les airs. Il survole la canopée de la forêt d'un bond défiant la gravité, laissant un garde au hasard en bas sérieusement remettre en question sa propre santé mentale. Au sol, la meute abandonnée déchaîne toute sa fureur sur les soldats restants, provoquant des cris d'hommes et des chevaux qui se cabrent dans une panique totale. Mais notre gars est déjà loin, focalisé sur sa cible. Défonçant les branches, il atterrit lourdement dans une clairière isolée, soulevant un immense nuage de poussière. En époussetant son manteau bleu, il fixe un sentier couvert d'une brume violette. Il se moque du boss caché, l'accusant d'avoir des instincts de chien errant et de traquer bêtement sa proie. Comme prévu, un immense loup-garou à l'aura violette sort de l'ombre. La bête alpha lance un regard malveillant, ses énormes pattes écrasant la terre, tandis que des loups plus petits l'entourent. Simulant la surprise, le protagoniste paraît agacé d'avoir tant attendu le vrai spectacle. Alors que le monstre grogne, notre gars dégaine son épée avec un sourire assuré, souhaitant la bienvenue au clébard. Une fenêtre système holographique apparaît, lançant une sous-quête. Assassiner le loup-garou maudit Andolphe. Resserrant sa prise, ses yeux brillants reflètent l'intensité absolue du monstre, tandis qu'il déclare hardiment que l'alpha est désormais la proie. Sans perdre une seconde, il active sa compétence de lame de vent. D'un mouvement précis, il fait tournoyer son arme et libère un ouragan violent de courants d'air invisibles et tranchants comme des rasoirs. Le vent déchiquette sans effort toute la meute, vaporisant instantanément les loups inférieurs. Lorsque la poussière retombe enfin, il ne reste plus que l'alpha gigantesque. Observant le carnage absolu, l'épéiste lance une provocation féroce au boss, se moquant ouvertement de son design numérique grotesque et soulignant la peur flagrante qu'il sent maintenant que tous ses sbires sont morts. Fou d'orage face à ce manque total de respect, Andolphe s'élance dans les airs et plonge pour porter un coup mortel avec ses griffes violettes toxiques. Réagissant instantanément, l'épéiste déclenche une barrière de vent. Un vortex tourbillonnant d'air comprimé intercepte l'attaque, mais la force brute du loup-garou pèse lourdement contre la bourrasque. Se rendant compte que le vent seul ne suffira pas, il renforce aussitôt sa défense. Il inonde le sort de lumière azur, le faisant évoluer en un bouclier de givre. Le vent tourbillonnant gèle instantanément pour former un dôme épais et bleu transparent. En sécurité dans son bunker gelé, il affiche un sourire triomphant tandis que le boss frustré frappe en vain contre la glace impénétrable. Constatant que les attaques au corps à corps sont totalement inutiles, le loup-garou furieux recule, concentrant tout son pouvoir obscur dans un rayon dévastateur d'énergie violette qui déchire le sol de la forêt. Au lieu de se préparer à encaisser le choc, l'épéiste abandonne complètement son bouclier. Se déplaçant avec une agilité surnaturelle, il se faufile sans effort à travers la décharge d'énergie chaotique, réduit la distance en une fraction de seconde et entaille profondément le torse du monstre de coups féroces. Andolphe hurle de douleur alors que l'acier imprégné de magie s'enfonce profondément. Profitant de son avantage, l'épéiste se transforme en un tourbillon de violence calculé, mais il se rend vite compte que les coups classiques ne parviennent pas à dépasser l'incroyable résistance surnaturelle du boss. Serrant les dents, il plante sa lame en avant, canalisant une quantité létale de magie directement dans le métal. Sortant une carte magique, il déclenche une explosion de vide à l'exact instant où la pointe de son épée touche la poitrine du loup-garou. Un éclair aveuglant éclate, immédiatement suivi d'une onde de choc assourdissante qui projette violemment le boss en arrière à travers les arbres. Alors que les débris retombent, l'épéiste se rend compte que le puissant sort vient de briser sa lame en deux. Il maudit sa malchance, profondément agacé d'avoir déjà perdu son équipement si tôt dans l'aventure. Tout près, le loup-garou mutilé tressaille, mais le combat continue. L'aura violette de la bête vacille, formant une sphère de puissance chaotique. Comprenant que le boss autodétruit déjà, l'épéiste invoque vite un éclat de glace pour se protéger avant l'explosion. L'explosion catastrophique engloutit complètement la clairière, le projetant violemment à travers la terre. Refusant de s'avouer vaincu, le loup-garou monstrueux lance une ultime attaque aérienne depuis le ciel nocturne, fonçant en piqué droit sur le mage solitaire. Impassible, notre héros observe la masse de muscles foncer sur lui, derrière une barrière de glace fraîchement invoquée. La bête s'écrase contre le bouclier, ses griffes raclant inutilement le givre. Sans subir le moindre dégât, le mage riposte instantanément en faisant exploser l'avant de son bouclier, projetant le lycanthrope en arrière avec une éruption d'éclats de glace à bout portant. La créature s'écrase violemment, roulant à travers une pluie de glace scintillante. Elle se relève péniblement, grognant contre sa proie, mais le mage a déjà 2 coups d'avance, transformant le sol lui-même en arme. Des cristaux de glace bleue aussi tranchants que des rasoirs jaillissent violemment du sol tout autour du boss, immobilisant complètement ses mouvements. Avançant calmement en écrasant son épée brisée sous ses pas, le mage lance au monstre qui se débat un regard désabusé, le raillant parce qu'il essaie déjà de s'enfuir. Invoquant une carte spectrale lumineuse, il active la prison de givre. Affichant un sourire dangereusement glacial, il plaisante en disant qu'il avait eu peur d'avoir vraiment perdu son nouveau jouet. D'un simple mouvement du poignet, l'air juste au-dessus de la bête se solidifie en énorme bloc de glace. La pluie de météores gelés s'abat sans pitié, martelant brutalement le loup-garou rugissant et clouant son corps brisé à la terre fracturée. Debout, maître absolu du champ de bataille, le mage provoque une dernière fois l'alpha piégé. La terreur remplace la rage dans les yeux dorés du monstre, alors qu'il regarde autour de lui, espérant que sa meute morte le sauvera. S'élevant dans les airs, porté par une énergie bleue, le mage écrase cet espoir.
Rassemblant une sphère de magie azur, il libère un pilier d'énergie qui vaporise le boss et tout aux alentours. Ian frappe le chef loup-garou avec un vortex de mana bleu en spirale, lançant un sort de bas niveau appelé Lame de vent. La magie se condense en lame invisible, s'achevant par une énorme explosion de vide qui projette la bête en arrière. Elle s'écrase sur le sol calciné, projetant du sang dans l'obscurité. Épuisé par la perte de mana, Ian peine à reprendre son souffle. Pensant que le combat est terminé, il sursaute en entendant un craquement d'os écœurant. Le chef de la meute tressaille, s'accrochant miraculeusement à la vie. Ian se crispe, sachant qu'il n'a plus d'énergie, mais la bête n'attaque pas. Au lieu d'attaquer, la créature lui balbutie une étrange gratitude. Pragmatique, Ion s'accroupit et exige une récompense, un indice ou un butin. Les yeux du loup-garou se voilent et il murmure « vieux cerf » avant de mourir. Agacé, Ion s'interroge sur ce lieu ou cet animal, sans obtenir de réponse. De retour dans la forêt, la chevalière aux cheveux d'argent et son écuyer Philippe attendent près d'un feu de camp. Entendant des bruits dans les broussailles, elle arme son arme, mais Ian sort tranquillement de l'ombre tenant la tête tranchée du chef loup-garou. Philippe recule d'horreur, tombant dans la poussière, tandis qu'Ian confirme calmement qu'il a survécu. Sous le choc, la chevalière reconnaît le boss et comprend qu'Ian l'a chassé en solo. Un mélange d'admiration et de frustration traverse son visage. Reconnaissant son talent brut, elle pense qu'il pourrait retrouver la trace du mage noir, mais son inquiétude se transforme rapidement en colère. Elle le réprimande pour avoir rompu leur promesse de travail d'équipe, lui rappelant à quel point il est dangereux de partir sans renfort. Totalement imperturbable, Ian brandit la tête tranchée encore plus haut. Selon lui, en attendant, la bête se serait échappée. Les loups inférieurs servaient de simple diversion pour les épuiser. Le boss était intelligent et prudent. Isolé, Ian a servi d'appât parfait. S'ils étaient restés ensemble, le monstre se serait enfui. Incapable de réfuter sa logique, la chevalière se raidit. Ion s'adoucit légèrement mais affirme clairement sa position. Il est un mercenaire pragmatique, pas un noble chevalier, et refuse de risquer sa vie sans un plan calculé. La tension quitte ses épaules alors qu'elle accepte son raisonnement, exigeant qu'il expose ses plans à l'avance au lieu de jouer les loups solitaires. Ian acquiesce et il quitte la clairière car elle pue la mort. Alors qu'il envoie Philippe chercher son cheval, Ian voit apparaître une interface système holographique. Il termine la quête maudite d'Andolphe, gagnant un point de vie gratuit qui corrige parfaitement la construction défectueuse de son personnage. Soudain, une orbe violette roule hors de la gueule du loup décapité. Ramassant l'essence condensée de la malédiction, il consulte la description, qui avertit qu'elle déclenche la malédiction de la folie. Jugeant cela trop risqué, il glisse l'objet dans sa poche pour les situations d'urgence. Philippe revient, mais le cheval panique complètement à la vue d'Ian. Sentant l'aura sombre de l'essence maudite et la soif de sang intense qui colle au mercenaire, la bête roule des yeux, prise de panique totale. Poussé par l'instinct de fuir cette énergie, le cheval gris s'effondre, l'esprit brisé. Philippe recule, les yeux écarquillés, sidérés. Couvert de sang, Ian comprend que son aura terrifiante a tué le pauvre cheval de peur. Il marmonne des excuses à la carcasse, persuadé pourtant d'avoir maîtrisé sa soif de sang. Se tournant vers l'écuyer tremblant, Ian admet qu'il aurait dû être plus prudent et propose de payer la monture. Le gamin pétrifié refuse l'argent d'un geste affolé, assurant que c'était un accident. Quand Ian s'approche avec un sourire fatigué, Philippe sursaute violemment, écrasé par cette présence intimidante. Ian pousse un soupir, avouant qu'il est épuisé, tandis que le gamin le fixe terrifié. Plus tard, la canopée de la forêt s'ouvre sur un sanctuaire lumineux traversé par un ruisseau bleu éthéré. Philippe s'effondre à genoux, haletant, annonçant qu'ils ont enfin atteint le cœur de la forêt. Sur le cheval de Philippe, Ian note qu'elle est bien meilleure et interpelle Philippe, surprenant le petit épuisé. Il lui lance une boîte que Philippe rate, mais sa peur devient de la joie en découvrant des saucisses et du fromage de qualité. Demandant si c'est bien vrai, les yeux du gamin pétillent. Ian lui dit d'en cuisiner la moitié, de se laver les mains d'abord, puis de nettoyer l'armure après avoir mangé. En lançant un salut enthousiaste, Philippe file à toute allure jouer les cuistots, oubliant sa peur. Ian ricane, étonné de voir à quel point le gamin est facile à gérer. Se dirigeant vers l'eau lumineuse, Ian commence à détacher ses lourdes épaulières. La chevalière s'approche et lui demande ce qu'il fait. Montrant son armure, il explique devoir laver le sang visqueux. Elle songe un instant, puis le cliquetis du métal emplit la clairière. En retirant gantelets et casque, elle libère ses longs cheveux roux. Fixant son regard vert sur lui, elle déclare avoir aussi besoin de se laver et propose qu'ils se baignent ensemble. Ian se fiche complètement, sa contenance s'effondrant alors qu'il la regarde bouche bée et silencieux. L'eau fraîche de la rivière emporte la crasse du combat, tandis qu'Ian reste debout, immergé jusqu'à la taille dans le courant doux. Des lucioles dansent à travers la vapeur qui s'élève, créant un rare moment de paix qui lui semble totalement étranger. Sur la rive opposée, Mev se baigne à une distance respectueuse. Le calme est rompu quand Maëv demande s'il est blessé, l'air inquiète. Ian cligne des yeux, surpris par sa question, et hausse les épaules en disant qu'il va très bien. Mev est sidérée. Elle l'a vu abattre un loup-garou avec une efficacité brutale, loin de la discipline d'un chevalier. Son sens pratique, sa façon de traiter Philippe et ses connaissances prouvent qu'il n'est pas un simple mercenaire. Ian ment alors habilement, disant qu'un noble peut devenir un homme libre. Mev le croit, s'adoucissant en révélant qu'elle aussi a choisi la voie d'apôtre de Tyron plutôt que sa vie de dame de la famille Laurel. Quand Ian feint l'ignorance au sujet des dieux, Mev explique qu'être apôtre signifie être béni d'un pouvoir divin, mais à un prix personnel élevé.
Elle décrit Tyron comme la déesse de la condamnation, la seconde fille du dieu solaire Russolar, et l'épée qui juge les coupables. En tant qu'apôtre, Maeve a l'interdiction de mentir ou d'ignorer le moindre péché. Yann ressent un nœud d'inquiétude. Il se remémore le lore du chien. Le thème d'Aquilonia est la trahison et la corruption, et chaque dieu possède un alias caché plus sombre. Maeve confirme ses soupçons, révélant que l'autre nom de Tyron est vengeance. La vengeance légitime est bénie par sa divinité, mais cela fait souvent de l'apôtre une cible de représailles en retour. Les pièces du puzzle s'assemblent pour Yann. Il comprend que c'est là le secret du vengeur sanguinolent, le boss tragique que Maeve devient dans l'histoire originale. Ses strictes interdictions de mentir et de ressentir de la culpabilité sont précisément ce qui l'a conduit à la corruption. Il se rend compte que s'il peut intervenir et comprendre le déclencheur précis de sa haine, il pouvait être en mesure d'empêcher la tragédie la plus dévastatrice du premier chapitre. Pour l'instant, il reste sur ses gardes et dit fermement à Maeve qu'il ne compte pas servir de Dieu. Elle regarde la lune, disant qu'un Dieu l'observe peut-être déjà. Yann répond par un doigt d'honneur au ciel et dit qu'il a faim. De retour autour du feu de camp, Philippe est en transe d'admiration héroïque. Il n'arrête pas de parler de la victoire en solo d'Ian contre le loup-garou, le qualifiant d'incroyable. Yann, épuisé par le bavardage incessant du garçon, essaie de minimiser en disant que ce genre de monstre pullule partout. Philippe s'arrête, perplexe, en faisant remarquer qu'ils n'ont quasiment pas croisé de monstres sur la route. Cela glace Ian d'effroi. Il réalise que la seule raison pour laquelle le chemin était sûr, c'est qu'il a lui-même massacré tous les gargouilles et bêtes de la région lorsqu'il travaillait comme mercenaire à Balk City. Il prévient Philippe que ses jours tranquilles sont terminés. Le royaume est dans un bien plus mauvais état qu'il ne le pense. Le groupe atteint bientôt une falaise surplombant une vallée, et le spectacle est catastrophique. Un village géant en ruine, de la fumée s'élevant des poutres calcinées. Philippe est horrifié, se demandant si des bandits ont contourné la route impériale. À côté de lui, l'armure de Maeve commence à irradier une aura bleue menaçante. Ses yeux brillent d'une énergie magique alors qu'elle bouillonne de fureur justicière face aux civils massacrés. Yon n'est pas touché par son indignation morale, pensant que sa volatilité émotionnelle est précisément la raison pour laquelle elle n'a pas encore trouvé le mage noir. Ses yeux se fixent sur 3 hommes creusant une fosse pour 6 corps dans une clairière. Cherchant des réponses, il les désigne. Avant que les bandits réagissent au sol qui vibre, Maeve surgit de la forêt. Son cheval s'élance, laissant un sillage de mana bleu tel une comète. Le chef des bandits panique, hurlant à ses hommes de préparer leurs arbalètes, mais de ne pas tirer. La voix de Maeve résonne avec une autorité magique, exigeant qu'ils s'agenouillent et déclarant qu'elle ne montrera aucune pitié à ceux qui s'en prennent aux faibles. Dans le chaos, le doigt d'un bandit terrifié glisse, déclenchant un carreau. C'est un geste inutile. Maeve brandit sa lame, libérant un immense croissant d'énergie bleue qui vaporise le projectile et s'abat sur le groupe. La force de l'impact projette terre et sang, laissant les survivants brisés et terrifiés. Alors que les bandits restants tombent à genoux, leur chef tente désespérément d'inventer un mensonge sur un malentendu, Maeve le fait taire d'un regard glacé et fait signe à Ian qui s'avance au trot dans la clairière. Le visage du chef pâlit, ses mots meurent dans sa gorge. Ses yeux s'écarquillent de terreur pure alors qu'il pointe un doigt tremblant vers l'homme aux cheveux noirs, criant le nom d'Ian off avec une incrédulité totale. Yann regarde de haut depuis sa selle, semblant totalement indifférent à cette reconnaissance. Miguel s'agenouille dans la terre, la lame froide d'une épée large planant à quelques centimètres de sa gorge. Le chevalier en armure au-dessus de lui ne montre aucune pitié, et Miguel comprend que ses cauchemars récents étaient un avertissement de ce désastre précis. Mais le chevalier précise qu'il ne mènera pas l'interrogatoire. Miguel lève les yeux vers un second cavalier sortant de la brume et reste que bouche bée. C'est Yann Off. Miguel crie son nom avec désespoir, suppliant l'homme de se souvenir de lui des tavernes de Balk City. Yann baisse les yeux avec un léger désintérêt, finissant par se rappeler du type comme d'un figurant dans un bar bondé. Quand la chevalière lui demande s'ils sont amis, Yann hausse simplement les épaules. Miguel souffle de soulagement d'être reconnu, mais le sourire prédateur d'Ian le replonge dans la terreur. Ian n'est pas là pour sympathiser. Il veut des réponses au sujet des ruines qui les entourent. Miguel raconte tout. Il explique que ce ne sont pas des bandits, mais les soldats du Seigneur qui ont attaqué. Sur ordre du marquis Burchard, ils ont incendié l'endroit pour forcer l'exode vers Orandel City. Philippe est horrifié, ne comprenant pas pourquoi un seigneur brûle ses propres terres. Ion explique tout avec une logique froide. Le royaume se prépare à la guerre. En brûlant les villages impossibles à défendre, le marquis prive l'ennemi de ressources et d'abris, tout en consolidant son pouvoir dans les villes fortifiées. Ian interroge Miguel sur les corps qu'il enterrait. Miguel explique que c'était la famille du chef, tuée pour s'être opposée au déplacement. Les survivants ont payé les mercenaires pour une sépulture décente. Ian le scrute, guettant la révélation d'un complot. Sans fenêtre de quête du système, il comprend que Miguel dit la vérité, tout simplement. Pas de récompense cachée, juste une tragédie. Miguel tente de garder la face en se vantant de sa mission de chasse. Ion ne dit pas un nom. Il plonge simplement la main dans ses sacoches et en sort la tête tranchée du chef des loups-garous. Les yeux de Miguel s'écarquillent. Alors que Philippe rayonne de fierté, le chef des mercenaires balbutie, sous le choc, ignorant l'existence d'un loup-garou dominant. Ian explique les tactiques lâches de la créature, se terrant derrière les siens, un style familier pour Miguel. Honteux, ce dernier détourne la conversation. Il désigne la vallée rouge, signalant un village à 2 jours de marche où ils pourront se réapprovisionner. Yann décide qu'ils escorteront les survivants et dirigeront vers la forêt des tombes. Miguel incline la tête appelant Yann « Monseigneur », mais pense en son fort intérieur que cet homme est terriblement honorable pour un mercenaire sans foi. Alors que le groupe s'enfonce dans la forêt sombre, l'atmosphère devient lourde.
Yann active sa compétence de détection de mana, ses yeux brillant d'une lumière bleu-vert éthérée, tandis que des veines bioluminescentes palpitent sous sa peau. Il s'approche du chevalier et lui adresse un avertissement énigmatique. Ses soupçons étaient fondés. Avant qu'elle puisse lui demander ce qu'il veut dire, il pointe du doigt sa gaine. Une brume violette entoure un orbe sombre qu'elle tient. Ian explique que le changement, trop subtil pour elle, révèle une balise invoquant un mal. Soudain, le sol derrière elle explose, libérant une énergie sombre et acérée. Une masse en armure noire sort des ronces, montée sur un cheval spectral. Il porte une cape en lambeaux, à la présence écrasante, et n'a pas de tête. Philippe tremble, pointant la monstruosité, terrifié. Ian reste parfaitement calme et identifie la créature comme un Dullahan, l'un des eaux exécutants du mage noir. L'écuyer se lamente qu'ils viennent à peine de finir un combat de boss pour se faire attaquer par un monstre légendaire, mais Ian fixe simplement le cavalier sans tête. Il n'est pas surpris. Le royaume est dans un chaos total, et il semble que le vrai combat commence enfin. Debout au milieu d'un paysage désolé où des feuilles noires flottent comme de la cendre, Ian admet finalement que le royaume est un véritable désastre. Alors qu'il fixe l'obscurité, son esprit revient à l'origine de ce chaos, un mage noir balafré qui hante ses souvenirs. C'est frustrant, car même si Ian s'attendait à des ennuis, il ne pensait pas que des monstres d'élite apparaîtraient aussitôt dans la chronologie. Ce mage jouait un jeu bien plus profond qu'Ian l'avait prévu, semant des graines de destruction qui germent bien plus tôt que prévu. Revenant au danger immédiat, Ian se tourne vers son écuyer Philippe et exige son épée. Philippe, visiblement secoué, la lui tend sans hésiter une seconde. À leur côté, la chevalière se tient fièrement sur son cheval, serrant fermement les rênes. Prête à charger, Ian lève la main pour la retenir. Il suggère d'observer un instant, ce qui, visiblement, la laisse perplexe. Pourquoi attendre alors qu'une menace énorme se tient juste devant eux? Ion fait face à un Dullahan, un cavalier sans tête juché sur une monture cauchemardesque. Il reste là, enveloppé d'ombre, et Yann sait exactement pourquoi. C'est pas un moment d'hésitation. C'est une mécanique programmée. Si on le provoque maintenant, le monstre adopte une posture défensive pleine de contre-attaques vicieuses. Mais si on attend, le Dullahan est obligé de passer à l'offensive, ce qui rend ses chemins bien plus faciles à anticiper et à contrer. Dans ce jeu de poule mouillée, la patience est la stratégie gagnante. Malheureusement, le reste de l'équipe n'a pas reçu l'info. Philippe souffle de soulagement, croyant le danger passé, et les mercenaires à l'arrière acclament déjà leur victoire. À l'instant où ils commencent à fêter ça, l'ambiance change du tout au tout. Une énorme vague d'énergie violette sombre explose depuis Dullahan et des symboles buggés illisibles se mettent à hurler dans l'air. La pression est si intense qu'elle manque de faire tomber tout le monde. Ian lance un regard noir aux idiots qui viennent de déclencher le boss, notant que tout allait bien jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche. Le Dullahan lève la main, invoquant une tempête cramoisie qui tourbillonne dans le ciel. Le chevalier y voit un sort, mais Ian reconnaît une langue ancienne. Grâce à une compétence rare montée pour une autre quête, il lit les textes corrompus. Le cri est une malédiction d'une antique nymphe des marais punissant les humains entrés sur son territoire. Réalisant que ce n'est pas qu'un bruit mais une attaque sonore mortelle, Yann ordonne à tous de se boucher les oreilles. Philippe réagit vite, mais les mercenaires sont trop lents. Ces ondes liquéfient le cerveau de ceux à faible résistance magique. Du sang commence à couler des yeux et du nez des mercenaires avant qu'ils ne s'effondrent morts sur place, mais la mort n'est que le début. Une vague de mana noire envahit les cadavres, rendant leurs peaux cendrées et leurs yeux d'un rouge incandescent. Soudain, les survivants ne combattent plus seulement un boss, ils sont submergés par leurs anciens compagnons transformés en ghouls. Alors que le chef des mercenaires lutte désespérément contre ces hommes devenus morts-vivants, Philippe panique et demande un plan. Ian reste calme, décide de prendre les devants et envoie Philippe aider les survivants. Il voit le chevalier chargé et traîné d'argent dans le noir. Loin d'être simple spectateur, il exploite ce chaos pour évaluer son potentiel. Il veut vérifier si elle est à la hauteur de sa réputation. La chevalière ne le déçoit pas. Quand le Dullahan invoque des lances d'ombre jaillissant du sol, elle ne bronche pas. Elle enveloppe sa lame d'une lumière bleue sacrée et fend les ténèbres. D'un immense coup vertical, elle déchire l'armure d'ombre du monstre, la faisant exploser en un nuage de brume noire. C'est une démonstration impressionnante de puissance brute, au point qu'Yann se demande brièvement s'il n'aurait pas dû choisir la classe chevalier lui aussi. Ian remarque la faille. La créature sombre se reforme presque aussitôt. Sans connaître son mécanisme de régénération, la chevalière va simplement s'épuiser jusqu'à finir totalement sans défense. Sentant que le moment est venu d'agir, Ian se prépare enfin à intervenir. Sur le terrain, la chevalière se rend compte que son coup puissant n'a pas suffi. Les ombres se ressoudent et le Dullahan se reforme, l'air encore plus furieux qu'avant. Il condense une boule d'énergie noire instable dans sa main et invoque une arme redoutable, un fouet segmenté, composé de fragments d'os aiguisés maintenus ensemble par télékinésie. Le fouet se déplace comme un serpent, passe outre sa garde et s'enroule autour de son bras. Le fouet d'os commence à luire d'une lumière rouge sombre, rongeant sa protection sacrée et fissurant son armure. Alors que la pression monte, menaçant d'écraser complètement son bras, un éclair d'acier bleu fend l'air. Dans un flot à grande vitesse, Yann tranche l'énergie qui maintenait le fouet, la sauvant juste à temps. Il passe au trot sur son cheval, s'excusant nonchalamment du retard comme s'il n'avait pas simplement observé la scène depuis la touche. Maintenant qu'il en a vu assez pour comprendre l'astuce, l'attitude d'Ian change du tout au tout. Il se place devant le chevalier, les yeux brillants d'une intensité bleue perçante. Avec un sourire confiant, il pointe son épée vers l'abomination et la défie de lui montrer tout ce qu'elle a dans le ventre. Il en a fini de jouer les spectateurs. Il est temps d'en finir.
Yann croise le regard de la menace invisible, son visage se durcissant, cette expression de détermination glaciale qui annonce généralement qu'un malheur va bientôt arriver à quelqu'un. Il ne fait pas que tenir sa position, il provoque activement les ténèbres, exigeant qu'elles arrêtent de se cacher et le frappe avec assez de puissance pour qu'il ressente enfin quelque chose. L'atmosphère devient incroyablement lourde, chargée de cette tension qui précède toujours une catastrophe. À ses côtés, la chevalière en armure d'argent a clairement du mal à comprendre la stratégie d'Ian. Elle n'a aucune idée de ce qu'il cherche à accomplir, mais c'est l'incarnation même de la coéquipière fidèle. Elle serre les rênes et montre que, même perdue, elle le suivra jusqu'en enfer. Le monde devant eux explose littéralement un cauchemar d'énergie noire et rouge. D'énormes tentacules semblables à des fouets commencent à s'abattre, lacérant la terre et créant un véritable mur de destruction magique qui ferait fuir n'importe quel joueur ordinaire. Mais Yann n'est pas un joueur ordinaire. Il lève simplement cette lame bleue étincelante, déclarant que ce monstre va trouver sa fin ici et maintenant. Il lance son cheval au galop, fonçant droit au cœur de la tempête magique, comme s'il avait une envie de mourir. L'impact est brutal. Une énergie sombre s'abat sur eux avec la force d'un raz-de-marée, soulevant tellement de terre et de débris qu'on dirait, l'espace d'un instant, qu'Ian a carrément été effacé de la surface de la terre. Mais sa voix perce le chaos, calme, narquoise, maîtrisant tout. Il se tient là, un sourire de prédateur aux lèvres, se moquant de la créature qui se croyait victorieuse. Ce n'était pas une simple charge désespérée. C'était un pur coup de bluff. Ian se met à bouger si vite qu'il n'est plus qu'une traînée floue, sa silhouette clignotant à travers le champ de bataille. La chevalière assiste à la scène avec un mauvais pressentiment car elle reconnaît la lumière qui émane de lui. Ça ressemble exactement à la technique qui les a laissés tomber lors de leur précédente tentative et elle se met à hurler pour le prévenir, lui rappelant que la bête d'ombre se régénérera quoi qu'il fasse, peu importe combien de fois il la tranche. Yann lui répond simplement d'un ton glacial, les yeux illuminés d'une étrange lueur bleu-vert. Au lieu de viser l'énorme bête d'ombre qui plane au-dessus d'eux, il abat sa lame dans le vide, sans rien cibler. Un immense croissant d'énergie bleue déchire l'air, passant complètement à côté du monstre. La chevalière reste là, se demandant sans doute si Ian a définitivement perdu la tête, mais soudain la réalité se déforme. Les ombres, censées être immortelles, commencent à se dissoudre en brume parce qu'Ian vient de trancher l'encre qui les maintenait dans ce monde. Il atterrit lourdement, plantant son épée droit dans un coin de terre au hasard, avec la précision chirurgicale qu'on attendrait d'un pro du jeu vidéo. L'onde de choc balaie la poussière, révélant le véritable ennemi, un simple crâne humain inanimé enfoui dans le sol. Il s'avère que l'énorme bête d'ombre terrifiante n'était rien d'autre qu'une marionnette contrôlée par ce minuscule morceau d'os. Yann n'hésite pas. Il retourne son épée et martèle le crâne avec le pommeau, frappant rythmiquement et brutalement, comme dans une bagarre de rue, loin d'un héros légendaire. Le crâne tente de riposter, explosant dans un éclair avelant de lumière rouge et une onde de choc massive. Ce n'est pas juste une explosion physique, c'est une attaque de paralysie de haut niveau. La chevalière est projetée en arrière, tout son corps se fige instantanément alors que l'effet de statue contourne ses défenses sacrées. Elle est littéralement paralysée par la peur, regardant le crâne flotter dans les airs. Il essaye de retourner à son corps principal, le Dullahan, et Yann sait que si cette tête se reconnecte au torse, le combat va devenir infiniment plus compliqué. Il doit agir, même si cela signifie forcer le passage à travers le malus. Au moment où le crâne tente de voler devant lui, la main d'Ian jaillit et saisit l'os brûlant d'une poigne de fer. Soudain, une fenêtre système déformée et buggée se matérialise juste devant son visage, toute fissurée. C'est un fouillis d'erreurs violettes et de textes illisibles, une contre-attaque désespérée de haut niveau venant d'un monstre nommé Commandolph. Yann resserre simplement sa prise et esquisse un sourire en coin. L'assaut magique tente d'envahir tout son système, visant sa mana, sa résistance et même sa volonté tout en même temps. C'est là que le statut de personnage condamné d'Ian se transforme en véritable super-pouvoir. La plupart des gens auraient supprimé un compte avec sa configuration, un chaos de bonus passifs aléatoires et de compétences inutiles qui n'ont aucun sens ensemble. Mais dans ce scénario précis, ces traits bizarres et décousus se combinent pour former un mur de défense que le système n'arrive pas à comprendre. La paralysie qui aurait dû le figer complètement ne provoque qu'un minuscule tressaillement imperceptible dans son bras. Il fixe droit dans les orbites lumineuses du crâne, observant une autre boîte de dialogue buggée s'afficher inutilement pendant que sa build pourrie encaisse totalement l'attaque ultime. D'un geste désinvolte, Ian lance le crâne en l'air et le shoot à travers la clairière comme si c'était un vulgaire déchet. Il s'avance vers lui, tenant son épée, non pas pour une figure d'arts martiaux sophistiquée, mais pour une pure et simple violence. Au loin, le corps sans tête du Dullahan commence enfin à bouger de nouveau, mais il est déjà trop tard. Il ne peut qu'observer, totalement déconcerté, tandis qu'Ian traite son point faible plus vital avec un mépris total. Il commence à utiliser son épée comme une massue, frappant la lame à plat contre le crâne encore et encore, l'enfonçant toujours plus dans la terre. Le Dullahan tend une main tremblante, son aura rouge vacillant faiblement, incapable de comprendre comment sa majesté sinistre est ainsi démantelée par un harcèlement aussi primitif et unilatéral. Le crâne commence à se fissurer, crachant encore plus d'erreurs système incompréhensibles, alors qu'il en perd le reste de sa patience. Il lève son épée bien haut, le métal gémissant littéralement sous la pression de son mana, et ordonne à la créature de simplement disparaître. Il abat la lame, et l'impact est total. Une énorme explosion de lumière bleue vaporise le crâne, rompant la tache magique et faisant reculer puis se dissoudre le corps lointain du Dullahan en particules évanescentes. Ian reste là, dans le silence, et expirant à long souffle. Il ne se soucie pas du passé tragique du monstre, ni de la raison de sa présence ici. Il est simplement ravi d'en avoir fini, mais soudain, un craquement retentit dans la clairière. Son épée, poussée bien au-delà de ses limites, se brise en 1000 morceaux. Il lui reste plus que la garde dans la main.
Yan claque simplement la langue agacée en regardant les restes brisés. C'était une bonne épée, mais clairement elle n'était pas faite pour supporter le chaos absolu qu'Yan apporte à chaque combat. Dans une salle étouffée par les ombres, une silhouette en robe se tient devant un mur de runes violettes palpitantes, fulminant face à ses pertes croissantes. D'abord le chef Kobold, puis le cavalier sans tête, tous deux anéantis. L'image d'un jeune homme sûr de lui traverse son esprit, brisant son sang-froid. Il fixe un orbe violet tourbillonnant, transformant sa rage en serment. Le royaume d'Agelan et le monde retourneront au chaos. Entouré par une magie noire violette, il jure de transcender son humanité et de devenir un être absolu. Mais d'abord, il va traquer et dévorer l'homme car ruiner ses plans. Sous un soleil éclatant, un village paisible reste sur le qui-vive. Derrière les palissades en bois, les habitants murmurent à propos de la santé déclinante de leur chef et des loups qui ont emporté son fils. À l'intérieur de la taverne, le doute grandit quant à savoir si les mercenaires engagés finiront un jour par accomplir leur mission. Cette tension éclate lorsqu'une agitation se produit aux portes. Une procession à cheval entre sur la place et le mercenaire balafré Miguel exhibe fièrement la tête tranchée d'un monstre ressemblant à un gobelin. Les villageois éclatent de joie, le saluant comme un héros. Ils n'ont aucune idée que Miguel trempe dans ses bottes, se contentant de jouer le rôle du subordonné face aux véritables puissances. Miguel essaie de se faire bien voir du jeune seigneur Yan en se vantant que sa navigation leur a fait gagner 1 heure de voyage. Alors que les éloges de la foule s'estompent, Miguel demande timidement s'il peut arrêter de porter le lourd et sinistre trophée. Ion lui adresse simplement un sourire froid et tranchant et lui demande si lui couper les bras rendrait la charge plus légère. Terrifié, le mercenaire se tait et file devant pour avoir l'air occupé. À la tombée de la nuit, le groupe installe le campement dans la nature sauvage. Miguel creuse frénétiquement des tombes pour ces hommes tombés, poussé davantage par la peur des fantômes vengeurs que par un réel respect. Non loin de là, un jeune écuyer s'inquiète que les combats incessants et la perte de chevaux les aient sérieusement retardés. Ian calcule le calendrier et se rend compte qu'il manque le temps pour atteindre la forêt des tombes. En entendant cela, Miguel interrompt son creusage et propose une solution, un raccourci de mercenaires dangereux qui pourrait réduire le voyage à 5 jours. Ian le fixe d'un regard intense, exigeant de savoir s'il assumera la responsabilité de ce chemin. Lorsque Miguel bafouille une confirmation, Ian décide de tenter le coup. Pour sceller l'accord, Ian approche la pointe surchauffée de son épée à quelques centimètres du visage de Miguel. Le mercenaire recule, paniqué, mais Ian enchaîne la menace par un pot de vin. Il lance une pièce d'or impériale en l'air, que Miguel attrape instinctivement. La vue de cette monnaie rare remplace instantanément sa peur par une pure avidité. La pièce vaut le double du tarif habituel, un prix qu'aucun mercenaire ne refuserait jamais. Soudain, Miguel est de très bonne humeur, portant la tête du loup sans se plaindre et bavardant sur la bière de l'auberge locale. Une fois arrivé en ville, Ian organise le groupe. Il tend une pile de pièces à son compagnon Philippe en lui disant d'aller acheter des chevaux. Philippe est sincèrement reconnaissant, mais la chevalière stoïque Maeve lui rappelle que ce n'est qu'un prêt. Lorsque Maeve demande à accompagner Yann au temple local pour prier, Yann se met à transpirer à grosses gouttes. Avoir une chevalière de haut rang comme témoin de ses affaires serait une catastrophe. Il la repousse maladroitement en prétextant d'autres courses à faire et affirmant que quelqu'un doit surveiller le reste du groupe. Yann se dirige seul vers la chapelle, ses pensées toujours aussi cyniques. Il considère la foi comme un piège pour prêtre cupide et veut éviter que Maeve le voie négocier. Dans l'église silencieuse, il trouve un prêtre âgé, Édouard, en train d'accomplir ce qui ressemble à un véritable miracle à l'autel. Yon comprend qu'il s'agit d'un vrai temple, ce qui signifie qu'il peut enfin purifier l'essence polluée qui traîne depuis un moment. Alors qu'il s'approche, la lumière de l'autel s'intensifie violemment, réagissant à sa présence. Le prêtre se fige, fixant Yann avec stupeur alors que l'or de la statue de la déesse enveloppe le jeune homme. Édouard tombe à genoux, pleurant de vénération et appelant Yann un apôtre de la déesse de la lumière. Ian est déconcerté, essayant d'expliquer qu'il n'est qu'un mercenaire et certainement pas un croyant. Il ressent une sensation désagréable, comme si la statue elle-même le surveillait. Au moment où il s'apprête à filer, une fenêtre de quête holographique bleue apparaît, lui proposant de devenir le représentant de la déesse, une quête de haut niveau qu'il n'aurait jamais pu déclencher dans le jeu. Réalisant que les anciennes règles n'existent plus, Ian esquisse un sourire calculé et accepte le rôle. Le prêtre tente de garder une attitude bienveillante, mais lorsque Ion révèle un amas d'orbes violets pulsants, le vieil homme perd son sang-froid. La pollution dans les gemmes est ancienne et malveillante. Voyant une opportunité, le prêtre prétend que son endurance est limitée et qu'il ne peut purifier qu'une seule pierre, à moins bien sûr qu'un don conséquent ne soit fait pour l'aider à trouver la force d'en purifier une seconde. Yann soupire devant le coup du service divin et interagit avec son système pour autoriser le paiement. Aussitôt, un pilier avelant de lumière dorée jaillit de la statue, inondant la pièce d'une pression sacrée. Le prêtre est terrifié, prenant la lumière générée par le système pour un signe direct de la faveur divine. Ébranlé et honteux de sa propre cupidité, le prêtre retire sa demande d'argent. Il s'humilie, déclarant que c'est un honneur de servir quelqu'un manifestement choisi par la déesse. Pendant que le prêtre s'attelle à la purification, Yann ne laisse faire et quitte l'église, tandis que le clerc terrifié bredouille une dernière prière d'affirmation. De retour à la taverne, l'ambiance est animée lorsque Yann fait son rentrée. Un mercenaire barbu et brouillant, ainsi qu'un garçon à la coupe au bol se mettent aussitôt à l'aduler, l'appelant le chasseur de dragons. Il tremble d'excitation, le suppliant de raconter comment il aurait soi-disant terrassé un dragon dans le marais. Yann pousse simplement un soupir, les répulsé. Alors qu'il s'installe autour d'une table couverte de viande rôtie et de bière, Mev fait glisser une lourde bourse de pièces sur la table, ça part après les frais de cheval. Yann n'a pas l'intention de laisser les rumeurs s'emballer. Il coupe court au surnom de chasseur de dragons, les corrigeant aussitôt. Ce n'était qu'un dragon des marais, en gros un lézard ailé qui n'arrive pas à la cheville d'un vrai dragon. En parlant, un flashback le frappe. Le regard brûlant d'un dragon ancestral, souvenir d'une lutte apocalyptique.
Quand les gars l'asticotent, Ian perd patience. Il brandit une fourchette, le regard froid, menaçant de leur couper la langue s'ils ne se taisent pas. Ça les calme, même s'ils chuchotent encore, se demandant comment ce colosse a fini dans un marais maudit. Ian fait abstraction de leur bavardage, pensant à sa propre lignée issue du peuple ancien. Il se dit que c'est la seule raison pour laquelle il a survécu à la barrière noire. Un immense mur d'ombre qui rend fou furieux tout ce qu'il touche. Le mage noir qui traque n'est sans doute qu'une marionnette de plus de cette corruption. Maeve finit par intervenir, claquant sa fourchette sur la table pour congédier les mercenaires ivres afin de pouvoir parler à Ian en privé. Il se promène dans les rues calmes baignées par la lumière de la lune. Maeve lui demande s'il va vraiment bien après avoir touché le butin du Dolalin. Ian baisse les yeux, repensant au combat. Son épée brisée, une sombre malédiction de mains spectrales et de voix murmurantes, voulait happer son âme dans la boue. Beaucoup auraient craqué, mais Ian s'est moqué de l'entité, brisant le sort d'un puissant jet de mana. Désormais, une bague en serpent noir, la rancune des marais, entoure son doigt. Cet objet de rang unique lance des malédictions de confusion. S'il rendrait fou un novice, Ian le porte sans effort. Maeve est bluffée par son calme. Elle admet qu'elle a de la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui a survécu à tant de crises de vie ou de mort. Son ton s'assombrit quand elle explique la vraie raison de sa présence ici. Son frère, Vernon Loral, est le chef de la garde royale à la capitale. Pendant que Maeve était occupée à surveiller la frontière, Vernon est resté pour protéger le roi. Ian ne reconnaît pas ce nom dans le jeu, ce qui le met sur ses gardes. Maeve révèle que Vernon a toujours eu un énorme complexe d'infériorité, essayant sans cesse de prouver qu'il ne vivait pas dans son ombre. Elle tend à Ian une lettre que Vernon a envoyée il y a un mois. Dans la lettre, Vernon affirmait que des graines de ténèbres germaient dans le royaume et qu'il comptait profiter du chaos pour purger les vassaux corrompus. Pour Ian, il est évident que ce gamin était ambitieux, avide de reconnaissance et voyait sa sœur comme une rivale pour la gloire. Le problème, Vernon n'a plus donné signe de vie depuis plus d'un mois. Ian comprend que c'est précisément à ce moment-là que la vie de Maeve part en vrille. Dans le lore original du jeu, elle devient la vengeresse sanglante, un spectre vengeur qui finit par prendre d'assaut le château dans une rage aveugle pour massacrer le roi. Vernon a sans doute eu les yeux plus gros que le ventre, s'en prenant aux mauvaises personnes et se laissant dévorer par les ténèbres. C'était une proie facile pour les maîtres agissant dans l'ombre. Maeve demande à Ian d'être son assistant, un allié fort et malin qui déteste le mage noir autant qu'elle. Ian transpire, se sachant lié à une histoire énorme et périlleuse. Mais alors qu'il s'apprête à refuser, une fenêtre de quête bleue apparaît. Prouver et punir les nobles qui vénèrent les ténèbres. Les récompenses ont d'énormes points de stats et de l'or. L'esprit mercenaire d'Ian vire aussitôt. Une suite de quêtes, il fonce. Il reprend son masque de pro et dit à Maeve que rien n'est gratuit. Prêt pour un contrat, mais pas selon ses règles. Il soutient qu'un chevalier d'élite et un mercenaire bien équipé voyageant ensemble, c'est trop voyant. En plus, entrer dans une capitale en pleine préparation de guerre est suicidaire et fait perdre du temps. Il propose de séparer. Maeve gère la politique et l'enquête, tandis qu'Ian traque les vassaux corrompus. Idéal pour lui, il enchaîne les quêtes solo et garde tout le butin. Maeve veut des témoins pour prouver l'existence du mage noir, mais Ian désigne Miguel, qui s'enivre près du feu. Il servira de témoin supplémentaire. Alors qu'il retourne au camp, Maeve lui dit qu'elle est surprise qu'il ait refusé un titre de noblesse pour de l'argent. Ian se fiche du statut dans un royaume déjà condamné. Il joue sur le long terme. Son œil bleu brille d'une intensité glaciale alors qu'il pense à son véritable objectif. Il doit voir la fin de ce monde et retrouver ceux qui l'ont invoqué ici. Qui doivent sauver un paladin de devenir un monstre ou exécuter des nobles corrompus, il fera tout ce qu'il faut pour survivre et obtenir ses réponses. L'expédition se rassemble au bord de la forteresse de la vallée, l'air chargé de la tension du départ. Maeve expose sur plat. Ils abandonnent les routes principales pour un sentier dangereux qui mène directement à la forêt des tombes. Miguel prend la tête, même s'il a l'air un peu pâle, sans doute à cause d'une gueule de bois mêlée à la prise de conscience de l'endroit où il se dirige. À l'arrière, Ian chevauche tranquillement, jonglant distraitement avec 2 sphères d'essence purifiée. Il a ce regard qui laisse entendre qu'il attend juste une excuse pour tester ses nouveaux jouets. Alors qu'il s'enfonce dans les abords de la vallée rouge, les choses tournent vite au vinaigre. Le chemin se transforme en cauchemar, envahi de racines amêlées et d'un épais brouillard, obligeant tout le monde à descendre de cheval et amener leur monture à la main. Miguel commence à râler, avouant que cela fait 6 ans qu'il n'est pas venu ici. Autrefois, l'endroit était plein de gobelins et de gremlins qui avaient tout dévasté. Aujourd'hui, les bois sont luxuriants, mais Ian ignore la beauté du paysage. Il cueille une feuille, l'air inquiet. Sa théorie ? Les monstres ne sont jamais partis. Ils ne peuvent simplement plus manger les plantes parce que le mana est trop contaminé. Ian reconnaît qu'il s'agit de la forêt contaminée du jeu, un signe que la corruption de la barrière noire se propage bien plus vite qu'il ne le pensait. Ian prend les choses en main et dit à tout le monde de rester attentif aux moindres trucs bizarres. Comme par hasard, Miguel désigne un arbre gigantesque couvert de fruits rouges qui ressemble beaucoup trop à des organes humains. Ian l'identifie comme un jeune arbre carnivore et avertit le groupe de bien s'en éloigner. Miguel essaye de faire le malin en taquinant l'écuyer et lui disant que l'arbre adorerait grignoter quelqu'un avec sa carrure. Mais alors qu'ils sont occupés à discuter, la forêt passe à l'attaque. Une liane aussi dure que du bois jaillit et frappe le cheval d'Ian en pleine tête. La pauvre bête est morte avant même de toucher le sol, et l'arbre commence aussitôt à traîner la carcasse dans l'ombre. Ian craque. Il a acheté ce cheval hier et sa colère est immédiate. Des éclairs bleus crépitent dans ses yeux alors qu'il dégaine sa lame, tranchant la liane d'un seul coup précis. Il libère le corps du cheval et essuie le sang de son manteau, l'air plus agacé qu'effrayé.
Il rappelle aux idiots que l'arbre chasse au bruit, ce qui signifie que leur bavardage incessant a failli les faire tuer. Maintenant qu'il est à pied, Ilion confie son équipement à Maeve. Elle le prend sans un mot, mais demande s'il peut trouver la source de la pourriture qui empoisonne la forêt. Ian est surpris qu'elle voit les choses en grand au lieu de foncer tête baissée pour retrouver son frère, mais il accepte. Il peut dire que la forêt a été délibérément transformée en barrage pour empêcher les gens d'entrer dans la forêt des tombes. Quand Ian annonce à Miguel qu'ils vont s'enfoncer au cœur des bois, le mercenaire pète un câble. Il argue que son contrat finit à la lisière de la forêt, jugeant cela suicidaire. Maeve intervient avec sa noblesse habituelle, promettant une prime énorme et jurant de le protéger. La mention d'or suffit à réveiller l'héroïsme de Miguel. Il est de nouveau partant, malgré ses tremblements. Yann passe à la vitesse supérieure. Il active sa détection de mana et son sixième sens, et le monde se transforme. À ses yeux, les bois sombres s'illuminent de vagues bleues pulsantes, révélant le fil lumineux d'un chemin sûr. « Suivez-moi », ordonne-t-il en s'enfonçant dans la pénombre. La forêt ne leur facilite pas la tâche. Une horreur végétale écarlate aux dents acérées se jette sur eux. Ian jaillit en un éclair bleu par les mâchoires et tranche la bête d'un jet d'ichor sombre. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Le sol se soulève tandis que des formes tordues rampent de terre, des gobelins et des kobolds, mais ils semblent anormaux. Ils sont couverts de croissance fongique et débordent de spores, réanimés par la corruption de la forêt comme une sorte de cordyceps fantastique. Ian se prépare à éliminer la nuée, mais Maeve le devance. Elle s'avance, son épée éclatant d'une aura sacrée aveuglante. D'un seul coup puissant, elle libère une vague d'énergie sacrée qui purifie tout sur son passage, réduisant les ghouls en cendres. Yann reste de marbre, marmonnant qu'elle aurait dû utiliser ce pouvoir plus tôt. Soudain, les sens d'Ian s'affolent. Une pression écrasante s'abat sur la clairière et un œil gigantesque s'ouvre dans l'obscurité au-dessus d'eux. « Tout le monde à terre !» hurle-t-il, plaquant Miguel et l'écuyer au sol juste au moment où une onde de malveillance percute la lumière sacrée de Maeve. Maeve reste droite, semblant être une véritable déesse de la guerre, mais la victoire est de courte durée. Yann entend un bruit tout humide venant de l'intérieur de son casque. Du sang éclabousse sa visière et ses genoux fléchissent. Elle s'est poussée bien au-delà de ses limites et s'effondre. L'écuyer et Philippe craquent complètement, hurlant le nom de sa dame. Yann pousse simplement un soupir, réalisant qu'il ne peut plus compter sur elle pour porter l'équipe. Il passe en mode commandant, aboyant à Miguel de récupérer toute l'huile des chevaux de batte. Miguel est perdu, mais il s'empresse d'empiler les sacs. Yann saisit une torche, ses yeux reflétant les flammes vacillantes avec une détermination sombre. Il dit à Miguel et Philippe de rester en arrière et de protéger Maeve et les chevaux. Il en a fini de jouer la défense. « Je vais au centre de la forêt », dit-il, jetant un sac d'huile sur son épaule et disparaissant dans la partie la plus profonde des bois sombres. L'atmosphère est lourde de tension alors que la voix de Philippe tremble, son visage vacillant dans la faible lumière de la torche, tandis qu'il s'interroge sur la prochaine action du protagoniste. Notre héros ne s'y même pas, resserre son sac et déclare simplement qu'il va droit au cœur de la forêt. Philippe perd pied, balbutiant sur la folie d'y aller seul, et un regard perçant du protagoniste met instantanément fin à la discussion. Désespéré, Philippe tente de réveiller la jeune femme inconsciente sur le cheval, mais elle est complètement assommée. Dans un soupir résigné, Philippe supplie l'homme de rester en vie, puis regarde le jeune homme en armure disparaître dans l'obscurité oppressante sans un seul regard en arrière. Alors qu'il s'éloigne, le protagoniste ne s'inquiète en réalité pas pour lui-même. Son attention sombre est tournée vers le groupe qu'il a laissé derrière lui, espérant en silence qu'ils parviendront au moins à protéger Maeve. Il teste sa torche, la balançant en grands arcs et remarquant à quel point les flammes rugissent avec agressivité. La chaleur est inquiétante, mais le poids de son épée lui semble parfait alors qu'il fend l'air humide. De retour dans la clairière, Miguel doit secouer physiquement à Philippe en pleine panique, lui aboyant dessus de se ressaisir, car ils sont désormais les deux seuls remparts pour la nuit. Au cœur de la forêt, celle-ci commence à s'éveiller de la pire des manières. Le sol bouillonne alors que des racines se déroulent et que des gobelins chétifs couverts de champignons aux yeux violets rampent hors de la boue. Le protagoniste ricane face à ses avortons, refusant de céder. Quand le premier tente de bondir, il s'avance et sa lame tranche la créature avant qu'elle ne puisse fuir. Il est un tourbillon d'efficacité brutale, utilisant la torche pour les étourdir et son épée pour éventrer tout ce qui s'approche trop près. Alors que la situation devient chaotique, une énorme gueule pleine de dents surgit de l'onde pour en finir avec lui. Le temps semble ralentir à l'extrême lorsqu'une fenêtre holographique bleue clignote dans l'air, annonçant l'activation de son trait unique, la concentration. Ses sens atteignent un niveau d'élite, lui permettant de se tordre en plein vol alors que les mâchoires claquent dans le vide. Il virevolte au milieu du chaos, l'air plus agacé qu'effrayé. Il râle parce que ses minables ne laissent même pas tomber de points d'expérience, traitant ce combat à mort comme une corvée ennuyeuse. La zone nettoyée, il scrute la forêt où des yeux l'épient dans le noir. Un sourire en coin, il provoque l'entité invisible, disant qu'il ne fait que commencer. Il s'élance, traînant une file de monstres telle la traîne d'une comète. Il choisit d'éviter les monstres de bas niveau. Cependant, le sol tremble quand une main géante d'écorce s'abat, bloquant son passage. Un boss colossal lui rugit au visage, mais le protagoniste ne ralentit pas. Il utilise les membres du monstre comme échelle, bondit pour lui taillader le visage et l'aveugler. En atterrissant avec souplesse, il se rend compte qu'il a perdu sa torche dans la mêlée. Mais peu importe, car des lignes néon bleu quadrisent soudain le sol de la forêt. Son sixième sens s'active, dissipant l'obscurité pour révéler la source de la corruption. Son œil gauche brille d'un éclat sciant perçant alors qu'il fixe le chemin vers sa cible.
Il atteint enfin une clairière dominée par l'arbre ancien, un boss géant aux fruits massifs battant comme des cœurs. Bien que l'arbre soit bien plus grand que ce que le lore du jeu laissait entendre, il reste calme et suit son plan mental. Il sort l'essence de son inventaire, une sphère blanche lumineuse qui commence aussitôt à drainer agressivement sa mana. Avant même qu'il puisse comprendre ces sensations étranges, une racine massive fracasse le sol à l'endroit où il se tenait. Il roule sur le côté juste à temps, esquivant de peu des lianes carnivores qui claquent derrière ses talons. Réalisant qu'il a besoin d'une ouverture pour frapper, il jette une bourse en cuir au centre des racines déchaînées et l'enflamme d'un claquement de doigts. Le feu se propage instantanément et l'horreur végétale pousse un hurlement en brûlant. Le protagoniste repère un point faible lumineux en haut du tronc, mais l'arbre riposte en libérant une épaisse vapeur blanche pour étouffer les flammes. C'est exactement ce qu'il voulait. Il sait que ça force un temps de recharge, vulnérabilisant le boss. Ses yeux virent à l'ambre alors qu'il s'apprête à l'achever. Il lève la main pour un sort de lance-flamme, utilisant l'essence comme amplificateur. Mais tout dérape vite. La sphère n'amplifie pas seulement le sort, elle s'embrase violemment et aspire le mana de son noyau terriblement vite. Son assurance s'envole, laissant place à une panique totale quand il voit que le jeu déraille. Il tente d'arrêter le flux, mais trop tard. Un immense rayon thermique explose de sa paume, blanchissant tout le ciel et réduisant tout en cendres dans un déluge de destruction. Si tu veux savoir s'il survit à son attaque, dis-le-moi pour connaître la suite. La forêt devient un désert blanchi par le soleil, alors qu'un éclair cataclysmique vaporise l'obscurité. L'onde de choc racle le sol, laissant Yann plisser les yeux dans la lueur dorée. Il se cache le visage, gémissant par pur agacement. Le sort a fonctionné, certes, mais il n'a pas puisé l'essence prévue. À la place, le sort a siphonné toutes ses propres réserves de mana, un écart par rapport aux mécaniques du jeu qui le laisse vidé et furieux. Dans sa tête, Yon imagine son ancien avatar de haut niveau, un tank de rang divin bardé d'équipements qui gérait la magie instable automatiquement. Ici, il n'a pas ce filet de sécurité. Il regarde l'orbe terne et inutile dans sa main et grimace, réalisant qu'il a mal joué ses cartes. S'il avait attaché l'essence à une arme au lieu de la lancer brute, il aurait pu étendre cette puissance sur une douzaine de combats. Maintenant, c'est plus qu'un vulgaire presse-papier. Derrière lui, l'immense créature arbre n'est plus qu'un gigantesque brasier, ses membres corrompus craquant sous la chaleur. Yann ne prend même pas la peine de se retourner alors que l'énergie sombre et abyssale se replie dans son espace de stockage du néant. Il adresse un adieu glacial et définitif au monstre en flammes, lui ordonnant de pourrir dans l'oubli. Plus bas sur le sentier, Philippe est figé par le choc, sa torche tremblant alors qu'il fixe la colonne de feu qui touche les nuages. Entendant des pas, il brandit son épée et paniqué, puis soupire de soulagement en voyant Yann sortir de l'ombre, couvert de suie. Yann ignore ses compliments, dégoûté par la crasse et les entrailles de monstre sur ses habits. Il exige de l'eau et un chiffon, se frottant tout en expliquant avoir touché le point faible de la créature, provoquant une explosion en chaîne. Il dit à Philippe de rester aux aguets pour d'éventuels traînards pendant qu'il finit de se laver. Quand Yann revient à leur campement de fortune, l'ambiance passe de la victoire à l'inquiétude. Philippe est agenouillé auprès de la chevalière rousse, qui est dans un sale état. Elle s'appuie sur son épée, trempée de sueur et haletante. Philippe perd la tête, affirmant qu'elle n'est pas malade, mais elle décline à vue d'œil. Yann jette un coup d'œil à sa peau pâle et tranche, elle a été empoisonnée. Philippe essaye de rétorquer qu'en tant qu'apôtre, elle devrait être immunisée contre la magie noire, mais Yann ne veut rien entendre. Le guerrier sort une dague, prêt à tenter une saignée de fortune pour la sauver. Yann l'arrête d'un regard incrédule, lui ordonnant de ranger le couteau avant qu'il ne la tue accidentellement avec sa médecine de l'âge de pierre. S'agenouillant près d'elle, Yann sent une vibration aiguë et discordante venant de son bras gauche, signe d'un mana corrompu. Il demande à Philippe de retirer son brassard, révélant un membre violacé et tuméfié. C'est la marque d'un Dulaan. Le front d'Ian se plisse. Un Dulaan ordinaire ne peut contourner les protections sacrées d'un apôtre, révélant une menace bien plus sinistre. Soudain, le adudé d'Ian s'active. Le système tente de le nommer apôtre de Russolar, soit une bénédiction divine. Ian refuse sans hésiter. Il en a assez de l'obsession de ce dieu pour lui et ne veut être la marionnette de personne. Mais il doit encore sauver un chevalier mourant. Une autre notification plus sombre lui demande s'il veut dévorer la cible. Il ressent une énergie familière, la malédiction du marais. Un artefact unique en forme de serpent noir apparaît et brise un crâne spectral en entrant dans ce monde. Ian sourit en coin. L'artefact déteste les dieux tout autant que lui. Il ordonne au tremblant Philippe de tenir le bras du chevalier. Ian invoque un serpent noir et Philippe sursaute, criant que seuls les déchus jouent avec des monstres. L'aura d'Ian se glace alors qu'il saisit Philippe par le col, lui demandant s'il a l'air d'un déchu. L'écuyer se tait aussitôt. Yann pose le serpent sur le bras du chevalier et il commence à aspirer la corruption violette directement de ses veines. Les lésions s'effacent, la peau redevient lisse et Philippe jubile jusqu'à ce que le serpent se retourne et mord la main d'Yann.
Philippe panique, mais Yann ne branche quoi. Il fixe simplement la créature avec une vague d'intention meurtrière pure, ses yeux brillant d'un bleu terrifiant. Le serpent se fige, complètement submergé par la pression prédatrice d'Ian, et s'enroule docilement autour de son doigt comme une simple bague. Yann fait passer ça pour un simple dressage d'instinct animal et envoie un Philippe abasourdi chercher des bandages et de l'alcool. Des heures plus tard, la chevalière finit par se réveiller près du feu de camp. Elle remercie Yann de l'avoir sauvé, regrettant d'avoir été un fardeau lors de la mission. Yann répond que le coupable est mort, sidérant la chevalière et Philippe. Mais elle s'assombrit et révèle que l'essence l'a prévenue par télépathie durant son inconscience. Une bête d'ombre lui a dit qu'elle allait trop loin et que Crimson paierait. Elle le soupçonne d'être un mage noir et demande à Ion s'il sait quelque chose. Ion sourit simplement dans l'ombre, l'esprit en ébullition. Il sait exactement qui est Solo. Le lendemain matin, le groupe est de retour sur le site de l'arbre mort. Miguel est coincé à la pelle, râlant parce qu'il doit chercher des indices dans la terre pendant qu'Ian l'observe depuis une crête, lui ordonnant de creuser plus vite et d'arrêter de se plaindre. Philippe et la chevalière s'étonnent qu'Ian ait brûlé une forêt de faies sans que le feu ne se propage, un exploit techniquement impossible. Ian passe devant eux, visant un objectif précis. Il le trouve sur une branche calcinée, la graine de l'arbre ancien. Le système l'incite à la manger pour un point de compétence, mais Ian s'en abstient. C'est juste un apport. Il la range dans sa poche dimensionnelle, choisissant de débloquer une quête secrète plutôt que de prendre le raccourci facile. Mais sa victoire est de courte durée. En regardant dans une fissure sous les racines, il se crispe. Il appelle les autres et y pâlissent. Enchevêtrés dans les racines gisent des dizaines de squelettes humains. Ian explique qu'ils n'étaient pas des victimes de l'incendie. Ils ont été sacrifiés pour nourrir l'arbre. La chevalière reste figée, le cliquetis de son armure étant le seul bruit dans l'air. Elle se souvient des lettres désespérées de son frère, de son besoin de faire ses preuves et de sa disparition. En regardant ses ossements emmêlés, l'horrible vérité la frappe comme un coup physique. Elle murmure un refus brisé tandis qu'Ian la regarde s'effondrer, maudissant ce monde cruel où ils sont piégés. L'appel mord la terre noircie, retournant un sol trop meuble. À mesure que la terre se dégage, la réalité de cette forêt se dévoile. L'eau et le soleil ne nourrissaient pas seuls la monstruosité qu'ils viennent d'abattre. C'est une fosse commune. Un réseau emmêlé de cadavres desséchés, vidés de toute vie, est littéralement tissé dans les racines même de la créature. Philippe fixe la fosse, le visage pâle en prenant conscience de l'ampleur de l'horreur. Il se demande si toutes ces victimes étaient des sacrifices humains, la voix tremblante face à Laurel. Une pensée pesante les frappe. Son frère disparu serait-il parmi ces corps? Philippe sortient de le dire, mais le doute est déjà semé. Derrière son casque, Laurel songre. Elle revoit son frère en fier guerrier, qu'il ait fini en simple engrais pour un mal ancien sans même dégainer son épée, lui est inconcevable. Elle tente de le nier, mais sa peine devient vite une rage explosive et incontrôlable. Une mana bleu foncé jaillit autour de son armure alors qu'elle serre les poings prête à sacrifier sa vie pour se venger. Au moment où elle est sur le point de craquer, la voix calme d'Ian traverse son énergie. Il est accroupi près d'un cadavre, l'examinant avec le détachement d'un vrai pro. Il fait remarquer que ce n'est pas la façon habituelle d'agir du mage noir. D'après Yann, même si le mage raffole de la magie corrompue, il n'utilise pas d'humains vivants comme engrais pour arbre. Il retire un lourd bracelet de fer du poignet d'un cadavre et leur montre une plaque d'identité couverte de boue. Elle appartient à un soldat de la ville d'Ordel qui faisait partie d'un convoi de prisonniers. Philippe examine un autre corps et confirme l'information. Ce sont des soldats du royaume et des Condalais. Yann jette la plaque de côté, faisant remarquer qu'un mage opérant dans l'ombre ne serait pas assez idiot pour massacrer une unité militaire et attirer autant d'ennuis. L'argument fait mouche et la tension quitte enfin les épaules de Laurel. Elle se sent pathétique d'avoir failli craquer sur une intuition, mais soulagée que Vernon ne soit sans doute pas dans ce charnier. Le mage noir neutralisé, Ian regarde l'horizon. Il annonce leur prochaine destination, Orndel, cité du royaume d'Aguelan. Même si le mage ne s'y trouve pas, la corruption, elle, est bien présente, et Ian veut la constater de ses propres yeux. Laurel accepte aussi tout, mais Philippe a du mal à suivre le rythme auquel ses missions de vie ou de mort s'accumulent. Ian ne lui laisse pas vraiment le choix, plaisantant, ou peut-être pas, qu'il montrera Philippe comme un cheval si leur vrai cheval ne réapparaît pas. Il commence à quitter la scène lugubre, mais Laurel s'arrête et demande à Ian s'il peut prier pour les âmes piégées sous la terre. Ian lui adresse un petit sourire compréhensif et accepte. Quand Laurel s'agenouille, une lueur dorée sort de son armure, repoussant l'amorosité. Ian l'observe, espérant que cette dévotion l'apaise après avoir frôlé les ténèbres. Tandis qu'elle prie pour leur paix, son cœur reste lourd. En pleine méditation, le décor devient une forêt ensoleillée tirée de son passé. Elle aperçoit Vernon debout là, lui tournant le dos. Dans la vision, Vernon parle de la surpasser et de diriger leur famille par lui-même. Laurel essaye de le réconforter, lui disant qu'il en fait déjà assez, mais le rêve tourne au vinaigre. L'air devient rouge sang et la voix de Vernon se transforme en un grognement démoniaque et déformé. Lorsqu'il se retourne enfin, son visage est un masque nécrosé d'horreur avec un œil rouge luisant. Il hurle qu'elle ne sait rien parce qu'il est déjà mort. Laurel sursaute, le cœur battant. Le cauchemar se dissipe dans la brume froide alors qu'elle réalise qu'elle est à l'arrière d'une calèche. Ion tient les rênes et jette un coup d'œil discret pour voir si elle est enfin réveillée. Gênée, elle demande d'où sort cette fichue calèche.
Yann explique avoir trouvé une charrette abandonnée pendant qu'elle était bouleversée. Alors qu'ils s'en font dans le brouillard, Yann annonce qu'ils entrent dans la forêt des tombes. Laurel se lève d'un bond, agacé de ne pas avoir été prévenu qu'ils allaient dans un tel lieu. Yann avoue avoir demandé à l'équipage de se taire pour qu'elle dorme enfin. La calèche s'arrête brusquement tandis que les chevaux s'agitent. L'air est saturé d'une odeur immonde et contaminée. Il pénètre dans le territoire maléfique sous l'emprise du mur noir. Le paysage devient cauchemardesque. Une éclipse noire plane dans un ciel violet et les arbres semblent hurler. Yann ordonne de s'équiper car la calèche s'arrête ici. Quand le mercenaire panique car personne n'en revient jamais, Yann hausse les épaules. Tuer le mage noir réglera le problème. L'autre le traite d'inconscient et l'aura d'Yann devient brièvement prédatrice. Son regard lui crie de se taire, puis il redevient aussitôt charismatique et sûr de lui. Il leur promet qu'ils peuvent compter sur lui. Alors qu'ils se tiennent au bord de la descente, le plus jeune du groupe tremble, mais Laurel prend son courage à deux mains. Il n'y a plus de retour en arrière possible maintenant. Yann s'avance, aux yeux bleus magiques, alors qu'une masse aux yeux rouges surgit de l'ombre. N'importe qui tremblerait, mais Yann sourit. Pour lui, ce monstre n'est pas une menace. Ce n'est qu'un gros tas de points d'expérience à récolter. Les branches tordues de la forêt morte griffent le ciel gris comme des doigts squelettiques, projetant de longues ombres déchiquetées sur le groupe alors qu'ils avancent dans la brume étouffante. L'air est chargé d'une humidité glaciale et surnaturelle qui transperce aussi bien l'armure que les os. Philippe, le prêtre à la coupe au bol, est visiblement en train de craquer. Il tremble de façon incontrôlable, les yeux fuyant vers chaque ombre mouvante à la périphérie. Il harcèle sans cesse Yann, lui demandant s'ils vont dans la bonne direction, mais Yann ne se retourne même pas. Il a entendu la question 10 fois et n'a plus de patience pour le prêtre. Lorsque le groupe s'arrête enfin pour souffler autour d'un feu, les flammes crépitantes ne chassent pas la morosité qui les entoure. Miguel, le bretteur musclé, ne peut s'empêcher de se moquer de la lâcheté du prêtre. Piqué par les moqueries, Philippe se lève d'un bond avec un élan de bravade feinte, affirmant qu'il va montrer la voie. À la surprise d'Yann, l'homme terrifié prend effectivement la tête lorsque la marche reprend, avançant avec des gestes raides et exagérés, tout en marmonnant pour rester concentré. Yann l'observe, analysant la situation. Le prêtre n'est pas complètement ignorant, mais quelque chose cloche dans la façon dont cet écosystème magique tient debout. La corruption ne devrait pas pouvoir fournir autant de mana infini. Soudain, le prêtre traverse un voile de brume et disparaît, pour réapparaître une seconde plus tard de l'autre côté. Le reste du groupe suit, traversant une barrière illusoire qui transforme tout le paysage. Philippe tombe à genoux, pleurant de soulagement et remerciant son dieu Russolar de les avoir fait passer. Il est persuadé qu'ils allaient se faire aspirer la vie, mais Yann passe simplement devant le duo en train de célébrer, le regard froid. Il leur dit d'arrêter la comédie, que le vrai spectacle ne fait que commencer. Comme par magie, une énorme vague d'énergie magique bleue jaillit du sol devant eux. Le mana s'enroule en une spirale, traçant un chemin vers un mausolée grandiose en ruine, baigné d'une lueur violette inquiétante. C'est là l'entrée de la tombe souterraine. Yon prend la tête, et le chevalier silencieux et imposant en armure complète s'avance à ses côtés. Miguel transpire, demandant s'ils vont vraiment descendre là-dedans sans plan, mais Yann ignore ses jérémiades et commence la descente. Il descend d'un escalier de pierre en colimaçon qui donne l'impression de s'enfoncer jusqu'au centre de la terre. L'air devient vicié et chargé de l'odeur de poussière ancienne, et le seul bruit est l'écho rythmique de leurs bottes sur la pierre froide. En bas, ils débouchent dans un espace caverneux si vaste que leurs torches n'en distinguent même pas les murs. C'est un véritable vide qui semble engloutir la lumière. Le chevalier arrête soudain Yann, tendant la main pour lui saisir l'épaule. Elle explique qu'ils doivent prier car sa stigmata, le lien divin qui confère à un apôtre son pouvoir sacré, commence à s'affaiblir. Yan écoute, mais intérieurement il reste sceptique. Pour lui, une stigmata ressemble à rien d'autre qu'un contrat d'esclave avec une divinité. Soudain, une fenêtre système bleu clignote devant ses yeux, lui proposant de devenir apôtre de Russolar. Il fixe les boutons accepter et refuser, une sueur froide perlant sur son front. Il se rend compte qu'il a failli vendre son âme sans même s'en apercevoir, ce qui renforce sa conviction qu'on ne peut pas faire confiance aux dieux dans ce monde. Il ferme la fenêtre et dit à la chevalière de poursuivre sa prière. Elle plante sa grande épée dans le sol de pierre, libérant une colonne de lumière bleue éclatante qui transperce l'obscurité. Alors que la salle s'illumine, Miguel regarde autour de lui, perplexe. Cet endroit s'appelle la forêt des tombes, pourtant il n'y a pas un seul corps en vue. Il demande à Yann où sont les centaines de cadavres enterrés, mais Yann se contente de lui adresser un sourire sinistre et complice. Ses yeux brillent d'un turquoise surnaturel quand il dit à Miguel qu'il va bientôt découvrir la vérité. Derrière eux, la lourde dalle d'entrée tremble et se referme avec fracas, les enfermant. Un nuage de poussière s'élève alors que le prêtre hurle, mais le cauchemar s'intensifie. Des runes violettes s'allument au sol, serpentant sur les murs comme des veines d'énergie malveillante. Yann note que le circuit magique de la tombe fonctionne enfin. Alors que l'air humide se refroidit, des centaines de lueurs violettes s'allument dans l'obscurité, les yeux d'une armée de squelettes. Une mer d'os blanchie s'étend à perte de vue. Yann ne bronche pas. Il se moque du nécromancia caché pour une entrée aussi bruyante et cliché. Plongeant la main dans le vide, il déchire une faille dimensionnelle et en extirpe une énorme masse lourde à ailettes. Philippe et Miguel restent bouche bée, se demandant comment il sort des armes aussi lourdes du néant, mais Yann ne leur laisse pas le temps de réfléchir. Il leur ordonne de protéger le chevalier et se lance seul dans la mêlée.
Il bondit haut, abattant la masse comme un marteau du jugement, brisant les premières lignes dans un nuage d'os et de poussière. Il se déplace avec une fluidité terrifiante, écrasant cage thoracique et crâne à chaque coup. Quand les squelettes tentent de le submerger, il déclenche un sort de barrière tournoyante, suivie d'une lame de vent. La masse se retrouve enveloppée d'une aura de vent bleu, tranchante comme un rasoir, lui permettant de découper les morts vivants comme du papier. Malgré le carnage, la horde semble sans fin. Ian sent la présence du marionnettiste caché dans l'obscurité et décide de l'attirer dehors. Il lance une provocation dans l'obscurité, traitant le nécromancien de lâche et promettant de faire sauter la tête de chacun de ses jouets. Lapin marche à merveille. Une silhouette en robe surgit des ténèbres, furieuse d'être traitée de lâche. Le nécromancien libère une aura violette et les squelettes chargent avec une rage nouvelle. Le sourire d'Ian s'élargit encore. Il a l'ennemi exactement là où il le veut. De retour à l'entrée, Philippe et Miguel peinent à retenir les traînards, mais une énergie glaciale et sereine émane soudainement derrière eux. La dame chevalier, qui était épuisée et silencieuse, saisit son épée et se relève. Ses yeux brillent d'une puissance retrouvée sous son aume, alors qu'elle leur ordonne de dégager le passage. Des éclats d'os volent alors que la horde approche. Ian se faufile dans le chaos, esquivant de justesse des griffes suantant de miasmes. Le nombre d'ennemis est une marée de calcium et de haine. Alors que tout semble perdu, une voix hurle son nom. Un trait bleu et argent tombe du plafond. C'est Maeve, sa lame chargée d'énergie sacrée. Ian est trop lent pour éviter son atterrissage. Il pousse un grognement lorsque Maeve touche le sol avec une force cataclysmique, un geyser de lumière bleue vaporisant tous les squelettes à proximité. Le choc fait vibrer les dents d'Ian, balayant l'obscurité. La poussière retomblée, Maeve se tient au milieu des débris de leurs ennemis. Ian soupire, complexé par sa puissance divine. Mais pas le temps de s'apitoyer. Une ombre massive surplombe la chevalière d'argent quand une griffe monstrueuse s'abat sur elle en plein rétablissement. Ian se jette en avant, interceptant le coup dans un lourd grognement. Il refuse de rester simple spectateur. Ils trouvent leur rythme, se tenant dos à dos pour repousser l'horreur géante qui tente de les écraser. Pendant ce temps, le reste du groupe traîne derrière. Ian somme le porteur de torche de reprendre sa marche, forçant les hommes terrifiés à travers les ossements brisés. Alors qu'ils battent en retraite, Ian remarque quelque chose d'inquiétant chez Maeve. Elle est toujours aussi mortelle, mais ses mouvements deviennent lents. Elle est trempée de sueur haletante et cette lueur sacrée sur sa lame vacille. Sa connexion au divin faiblit. Leur fuite est stoppée net par une occasse. Un énorme bloc de pierre leur barre la route. Avant même qu'ils aient le temps de réagir, l'air s'alourdit d'électricité statique et les murs s'embrassent de mana violette. Le sol ne fait pas que trembler, il se déplace. Les tas d'os commencent à se liquéfier, liés entre eux par une immonde gelée violette. Ian le reconnaît aussitôt. Le traqueur immortel. Ce boss n'est pas censé apparaître aussitôt. Il comprend que la difficulté du donjon a été trafiquée. Les ennemis des étages inférieurs montent. Soudain, le mur derrière eux s'ouvre bruyamment. Le porteur croit qu'ils sont sauvés, mais il hurle d'effroi. Au lieu d'une sortie, une légion de chevaliers squelettes en armure leur fait face. Ils sont pris en étau entre une montagne de gelée et un mur de mort en armure. Maeve se prépare à charger le monstre géant, mais Ian l'en empêche. Il lui dit de simplement le retenir pendant qu'il se ferait un chemin à travers le blocus des chevaliers. Alors que Maeve plonge dans la gelée, sa lame traçant des lignes de lumière bleue, Ian lui tourne le dos et fonce vers l'armée en armure. Il lance un grand coup horizontal pour passer. Philippe et Miguel trempent dans le noir, serrant leurs torches comme des bouées. Ian fait rempart, réduisant les squelettes en poussière avec sa masse. Il remarque que les éclats d'os dérivent vers une masse d'énergie sombre, absorbée pour alimenter le donjon. Pour Ian, ce n'est pas juste un combat, c'est une source d'énergie infinie qu'il est prêt à exploiter. Il est sûr que son plan tient la route jusqu'à ce qu'il repère une anomalie dans l'air. Une lueur pâle surgit, le spectre du lac. Ce dévoreur de vie est connu pour noyer ses victimes et sa présence ici est anormale. Le spectre hurle et plonge à travers Ian comme une fumée. Ian jure en ratant sa cible. La créature fonce droit sur les porteurs vulnérables. Elle décroche sa mâchoire, prête à lancer une attaque en rafale qui va les désorienter et les tuer sur le coup. Le temps ralentit. Ian sait qu'il n'a pas le temps pour des tactiques élaborées. Il hurle à Philippe et Miguel de se boucher les oreilles. Ses yeux virent à l'ambre alors qu'il puise dans ses réserves, troquant sa force pour la magie élémentaire brute. Des flammes jaillissent, enveloppant son bras et son arme. Au moment où le spectre hurle, Ian tend la main et projette un torrent de feu. Le cri spectral percute un mur de chaleur. Le feu l'emporte, traversant la créature et l'engloutissant dans un brasier. Le spectre hurle alors qu'il est consumé par les flammes et un flash de lumière envahit le couloir. Quand la fumée se dissipe, les porteurs regardent, médusés. Miguel balbutie, se demandant si Ian est un mage de haut rang. Ian le coupe, leur disant d'arrêter de rêver à des fantasmes d'action et de rester concentrés. Le danger est loin d'être terté. Ian se tient dans la fumée, les mains encore parcourues de braise. Un sourire dément barre son visage. Il réservait cette magie pour une urgence, mais la libérer est grisant. Le sceau brisé, il compte bien s'en servir pour fendre les ténèbres. Le champ de bataille sombre dans une tempête de lumière alors que l'énergie d'Ian ravage la grotte. Des débris pleuvent, forçant tout le monde à se protéger de l'explosion. Lorsque la poussière retombe, Maeve reste figée, fixant l'homme au centre de la destruction. Tout s'éclaire enfin dans son esprit.
L'ampleur insensée de cette magie et sa confiance absolue ne laissent aucun doute. Le mystérieux mage écarlate qu'elle traque se tient juste devant elle. Elle repense à leur entraînement, se sentant stupide de l'avoir sous-estimé car il n'avait pas l'air d'un mage. Il avait déchiffré des runes anciennes et traversé la corruption avec une aisance suspecte. À présent, le voyant entouré d'un tourbillon de flammes cramoisies, les yeux brillants d'une puissance brute, ses doutes s'effacent. Une entité spectrale gigantesque surgit du néant, mais Maeve est déjà en mouvement. Elle s'élance, sa lame entourée d'une aura bleue éclatante, et tranche le monstre d'un seul geste net. Yann ne prend même pas le temps de la remercier. Il la prévient de ne pas le quitter des yeux car ils approchent d'un carrefour. Maeve suit, mais à la tête qui tourne. Comment connaît-il la configuration de cet endroit comme s'il l'avait parcouru 1000 fois? Elle se fige en voyant un cadavre contre le mur. Son cœur s'arrête. Un chevalier royal. Elle ramasse la plaque ensanglantée et lit le nom. Charles Carter. Quel soulagement. Pas Vernon. Mais l'instant est gâché lorsqu'une violente résonance pourpre jaillit de l'essence qu'elle transporte. Une voix désincarnée murmure son nom, résonnant dans son esprit. « Maeve, derrière toi !» Le cri d'Ian dissipe la brume psychique juste au moment où une vague de boue nécrotique s'abat du plafond. L'impact déforme son armure, et avant qu'Ian puisse l'atteindre, un mur d'énergie sombre et de pierre s'abat, bloquant le passage et les séparant. Yann se retrouve seul, face à une armée de squelettes en armure. Il comprend que la séparation était inévitable et adopte un pragmatisme glacé. Pour sauver son groupe, il doit tuer le mage noir. Plus loin dans le donjon, Philippe et Miguel sont en pleine panique, courant à toute allure dans l'obscurité avec des squelettes à leur trousse. Maeve finit par les rattraper et comprend qu'ils ne peuvent pas continuer à fuir. Elle se retourne pour faire face à la horde, mais au lieu de mener une charge, elle lance un rayon d'énergie catastrophique entre elle et les porteurs. L'explosion balaie les morts vivants, mais emprisonne Maeve derrière un mur de décombres. L'armée de squelettes stoppe son assaut, s'écartant devant une silhouette imposante. Une voix profonde et moqueuse accueille l'apôtre de Tyron. Maeve se fige alors que le chevalier s'avance, révélant son visage balafré et son œil luisant. C'est Vernon l'oral, mais il n'y aura pas d'accolade fraternelle. Vernon est possédé par une rage folle. Il brandit une énorme épée à deux mains, entourée de magie violette, hurlant qu'il l'a enfin surpassée et qu'il compte la tuer. Pendant ce temps, dans une autre partie du labyrinthe, Yann fracasse des squelettes avec une irritation mêlée d'ennui. Il cherche un raccourci bien précis. Il trouve une immense statue de pierre et la provoque pour qu'elle l'attaque. Alors que l'énorme épée de pierre s'abat, Yann saute sur la lame et s'en sert comme d'un pont vers un passage secret. Il sourit en notant que c'est normalement la sortie du donjon, mais qu'il l'utilise en porte dérobée pour éviter le chevalier de la mort. Laissant Maeve gérer, il fonce à travers les gardes squelettiques qui le laissent passer sans broncher. Ian plonge dans un abîme souterrain et atterrit dans un ancien temple dédié au dieu de la mort. Là, le nécromancien l'attend et entame un discours de méchant sur son territoire et sur comment il va le faire cuire vivant. Ian n'a pas le temps pour ça. Il interrompt sortilège par une violente explosion de lumière et sort de la fumée avec une sphère rouge lumineuse. Il fait taire le nécromancien et utilise l'essence pour perturber le donjon. La peau du méchant se tord alors qu'il lance une vague de puissance, mais Ion reste de marbre. Ce boss est en réalité plus faible que dans ses souvenirs du jeu. Des éclairs violets tombent du plafond alors que le nécromancien devient frénétique. Ian tient bon des flammes oranges le protégeant de la tempête noire. Il lève les yeux vers le sorcier déchaîné avec un sourire glacé et dément et défie le monstre de lui montrer ce qu'il a vraiment dans le ventre. Le mage noir de la forêt des tombes griffe l'air, une fumée sombre s'échappant de ses doigts, tout en promettant à Yann de lui prouver à quel point il est pathétique. Impassible face à la pression magique, Yann sourit simplement, notant que le mage bavarde trop pour quelqu'un n'ayant pas atteint sa forme finale. Perdant son sang-froid, le mage frappe le sol de son bâton, invoquant les morts. Des runes violettes s'illuminent et des squelettes en armure surgissent du sol, leurs yeux brûlant d'une lueur pourpre. Le mage se moque d'Yann et de sa lourde masse d'argent, une relique grise, disant qu'un déchet comme lui ne saurait s'en servir. Un immense avatar d'ombre surgit derrière le mage qui ricane, croyant Ian pétrifié, mais celui-ci n'est déjà plus qu'un éclair. Il fend l'armée de squelettes avec une grâce surnaturelle, esquivant les lames et médusant le mage par sa vitesse. En plein vol, Ian concentre une sphère enflammée dans sa paume. Inédite pour lui, cette compétence progresse par intuition. Ses yeux virent au cramoisi alors qu'il libère la danse de la flamme. Des traînées de feu chutent en météores, fondant les armures et brisant les os en une explosion de lumière. Furieux, le mage invoque une barrière spectrale pour se protéger. Il se vante qu'Ian est une cible facile en plein vol, mais Yann lance simplement une rafale de feu concentré contre le bouclier. Le recul le propulse en arrière, mais c'est un mouvement calculé pour changer de trajectoire. Le mage regarde stupéfait alors qu'Ian attrape sa masse en plein vol et utilise la gravité pour s'abattre sur la barrière, son arme prête à briser la défense. Le mage brandit son bâton dans une contre-attaque désespérée, manquant, mais fracasse le sol et libère une onde de choc de débris. Yann glisse en arrière, se stabilisant avec la masse. Le secteur réalise soudain qu'Ian a caché plus d'une relique magique. Yann se moque de lui, avouant son mensonge sur ses préparatifs pour le provoquer. Pourtant, il est agacé. Il a raté sa cible et trouve la masse bien trop encombrante.
Il réalise les risques énormes de sa configuration vouée au fiasco. Le combat passe en phase 2, le sectateur se déchaînant. Des éclairs violets crépitent sur son corps alors qu'il révèle sa vraie forme, devenant une immense liche en robe aux lourdes chaînes sombres. Ian remarque que la faible défense du boss a disparu suite à sa transformation. La liche lève une main squelettique et tire un rayon catastrophique d'énergie violette qui fait brûler l'air. Ian se jette sur le côté, évitant de justesse la tranchée creusée dans le sol. La liche rit, narguant Ian alors qu'il cherche désespérément un abri. Le rayon est implacable, mais Ian repère le chemin. Il sait, grâce au jeu, que le boss ne peut pas tirer indéfiniment. Il court en large arc de cercle, réduisant la distance pendant que la liche est distraite par sa propre attaque. Une colonne d'énergie violette s'abat, projetant Ian en arrière, mais il reste concentré. Il doit appâter le monstre une fois de plus, hein. Il crée un ordre et lance à nouveau flamme dansante, mais les boules de feu semblent rater leur cible, explosant sans effet au pied de la liche. Le monstre se moque de sa mauvaise visée et prépare le coup fatal. Des chaînes sombres et maudites jaillissent pour l'écraser. Ian est forcé de se défendre, esquivant les liens magiques tandis que son catalyseur tombe en poussière. Il n'a plus de ressources. Aux abois, la liche veut le frapper mais se fige. Le monstre essaye d'avancer, mais il est cloué au sol. Il comprend trop tard qu'Ian n'avait pas raté son coup. Il souda la posture de la liche au sol, la piégeant dans une prison de chaleur et de débris. Ian se relève, un sourire confiant dans la poussière. Des étincelles bleues dansent violemment autour de ses doigts, crépitant d'ozone. Il le remercie pour ce délai, lui offrant le temps de préparer un sort bien plus puissant. La liche, horrifiée, voit qu'Ian lance une chaîne d'éclairs gris. Ses yeux brillent d'une intensité électrique. Il déclare qu'il est trop tard pour les rebrets. Un flot d'éclairs bleus jaillit de sa main, telle une toile destructrice. Les éclairs frappent les chaînes de la liche, conduisant toute la puissance du choc. La foudre déchire l'ombre du donjon et balaie la zone, engloutissant le mage mort-vivant dans une tempête d'énergie pure.